l'hymne de la Renaissance. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous sautivent, majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le déravine, le seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manenguka, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. C'est l'armatan qui chante, c'est le son triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les offrant tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez apprécié la mélodie. Moi, je la reconduis à chaque fois parce que c'est un énorme plaisir. Elle est d'une très grande qualité, que ce soit sur la mélodie, que sur le contenu, que sur les paroles qui sont dites. Et je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas revenir sur la définition de tout ce que ça contient. Je crois que vous l'avez compris, c'est en français facile, on va dire, c'est dans l'optique de ce que nous vivons actuellement. La fête de la jeunesse, en tout cas la veille, et la volonté d'un souffle nouveau, la volonté d'atteindre à ce que nous appelons la renaissance, la volonté de voir matérialiser les rêves que nous avons et que nous avons eus ces dernières décennies et que nous n'avons pas vu réaliser, la volonté d'avoir à la tête de notre État des instances dirigeantes qui sont conformes avec la volonté qui est la nôtre et qui matérialisent ce pourquoi nous les avons placés à ce qu'ils sont là, enfin au poste où ils sont là, la volonté d'avoir justement ces dirigeants-là de manière légitime pour que ceux-là qui justement président aux destinées de la nation sont ceux que nous avons voulu avoir justement à ces postes-là. Et donc, ce que nous appelons la renaissance du Cameroun, que ce soit au MRC ou en tout cas en tant que société civile, je pars du principe que chaque Camerounais aspire à avoir cette nouvelle vision du pays, aspire à avoir ce changement-là dans le pays, bien au-delà des partis politiques justement. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes la veille du 11 février et nous allons décortiquer le discours, les paroles de celui qui fait office de président de la République du Cameroun, que nous considérons comme président au forcing, parce que la légitimité, nous l'avons conférée à quelqu'un d'autre. Mais dans un souci d'objectivité, parce qu'il ne faut pas qu'on dise de nous que nous fonctionnons sur du commérage politique, sur des rumeurs, sur des ressentis et sur l'émotionnel. Dans un souci d'objectivité, nous allons donc revenir sur ce qui a été dit
il y a quelques instants et présenter de manière factuelle le rapport entre ce qui a été dit et la réalité, le rapport entre ce qui a été dit et l'aspiration du Camerounais lambda, le rapport entre ce qui a été dit et la vision que nous avons du Cameroun. C'est dans ce registre-là que je dis bonjour à tous les membres du quatrième pouvoir qui ont rendu justement possible cette plateforme où j'ai la possibilité de m'exprimer. C'est dans ce cadre aussi que je remercie tous ceux qui sont présents actuellement pour l'écouter. C'est un grand plaisir pour moi parce que justement il y a énormément de décorticages qui sont faits simultanément sur d'autres plateformes bien plus connues d'ailleurs, mais le crédit que l'on m'accorde, le crédit que vous accordez à la présentation que je vais faire actuellement me va droit au cœur et ça me touche énormément et ça me pousse justement à vous présenter en raison du sacrifice que vous avez fait pour être là, à vous présenter un rendu factuel, un rendu objectif, un rendu rationnel de ce que nous avons entendu. L'avantage évidemment c'est que nous l'avons entendu, donc il n'y a pas de manipulation possible. Nous allons revenir sur ce qui a été dit de manière voilà factuelle, je ne peux que le répéter et c'est important. Donc évidemment il y a des consignes un peu dans la conformité des droits et des devoirs du citoyen. Nous prierons ceux qui n'approuvent pas l'initiative qui est la nôtre de se dispenser de commentaires haineux, de commentaires insultants, parce que celui qui fait office de président justement lui-même a rappelé, c'est intéressant de prendre exemple sur lui dans ce registre, que l'usage des réseaux sociaux ne doit justement pas être fait dans le disrespect, dans le mépris des autorités ou des vis-à-vis citoyens. Ça c'est intéressant, vous voyez que tout n'est pas à jeter dans ce qui a été dit, il y a même énormément de bonnes choses qu'on va prendre et qu'on va retenir. Et puisqu'on demande de nous de l'objectivité, ce qui a de toute façon d'ailleurs toujours été le cas, en tout cas en ce qui nous concerne, membres du MRC, ou en tout cas membres de la société civile et de l'incitation citoyenne aux idées citoyennes, puisque nous allons continuer de faire ce que nous avons fait depuis le début, c'est-à-dire l'objectivité, le respect de l'autre. Nous prierons, parce que ce sont des expériences que j'ai vécues, notamment lors des entrevues que j'ai eues précédemment. J'ai fait un streaming sur ma page personnelle hier, par exemple. Il y avait énormément, en tout cas je ne sais pas si c'était le même individu, mais il y avait énormément de profils assez curieux et qui profanaient et des insultes et des interventions qui distrayaient plus qu'autre chose. Nous trouvons dommage que dans la logique de reconstruction nationale, on a des gens justement qui ne font pas avancer le débat. Le Cameroun est dans une situation tellement compliquée, le vivre ensemble est menacé, la cohésion nationale est en train de tanguer comme un navire au milieu des vagues. Ce n'est pas le moment de faire diversion avec des sujets que j'appelle en dessous de table, des sujets du dessous de la ceinture. Donc c'est la même objectivité, le même respect que nous attendons ici, je le dis en tant que personne personnelle, permettez-moi la tautologie, en tant que visage du quatrième pouvoir pour les 60 minutes qui vont suivre et en tant que visage du MRC Diaspora notamment. Le décor étant ainsi planté, nous allons démarrer sans plus tarder sur ce que justement Monsieur Paul Biya a dit lors de son allocution à la nation ce 10 février. Il a commencé par présenter, en tout cas on peut découper en trois grands axes, où il a d'abord présenté le contexte actuel. Ça me rappelle un peu les cours d'histoire que nous avions en terminale ou en première, où on disait, voilà, quel est le contexte historique de ce texte, quel est le contexte historique par exemple du discours de Georges Clemenceau à l'Assemblée, c'était il y a quelle période, c'était dans quel cadre, voilà, dans quelle configuration mondiale, dans quel paradigme national et international. Et Paul Biya l'a fait ici, dans le cas du Cameroun, il a présenté sa vision, en tout cas du paradigme camerounais, du paradigme national et des enjeux internationaux. Il a dressé un tableau que nous allons commenter tout à l'heure et ensuite il a présenté en tout cas l'interaction entre l'État et les citoyens, l'interaction entre nous et eux, on va dire, et il a justement souligné certains comportements qui pour lui paraîtraient déviants, notamment à travers les nouvelles technologies. Il a encore souligné le rapport qu'il y a entre les mesures prises par l'État, selon lui, avec justement, enfin pour optique selon lui encore, l'accompagnement des citoyens. Ça encore, nous allons voir si cela a été conforme au quotidien de nos compatriotes, si cela a été conforme avec la réalité. Et on va terminer par justement la troisième partie qui incluait principalement la présentation des mesures qu'il a pris ou alors qu'il entend prendre au nom du gouvernement. Je mets les guillemets, je persiste en fait, c'est important de le préciser de toute façon d'entrée de jeu. Nous ne sommes pas en fait... quand je dis nous, je dis par exemple
En tant que figure du MRC dans le cas actuel, quand je dis nous, je dis par exemple que nous tous qui contestons le hold-up électoral, qui contestons la légitimité de Paul Biya, nous nous différons par exemple de ceux qui, en tout cas, y vont frontalement, hashtag la fameuse brigade qui fait parler d'elle ces derniers temps que vous connaissez déjà très bien. En tout cas, nous nous distinguons au MRC par une initiative entièrement citoyenne. C'est-à-dire, même si nous n'approuvons pas la légitimité de quelque chose, nous n'allons jamais aller à l'encontre des institutions de manière vandale, de manière non citoyenne. Et c'est cette approche-là que nous comptons défendre encore aujourd'hui. C'est pour ça que le processus est entièrement argumentatif. C'est pour ça que même si pour nous, le président élu, c'est Maurice Kamto, on le dit encore, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas des hallucinations, c'est que tous les éléments dont les cellules, les commissions de notre formation politique et de la société civile convergent sur l'élément selon lequel il y a eu fraude électorale qui a permis à Paul Biya de conserver son pouvoir. Nous avons d'ailleurs eu un aperçu de tout cela lors du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel. Donc il ne s'agit pas malgré tout, nonobstant ces éléments-là, d'aller au mépris des institutions de la République, parce que le Cameroun va au-delà des personnes, et donc dans cette logique-là, nous restons justement dans la lignée de le gouvernement, l'État, etc., les autorités, même si on y met les guillemets, la poursuite d'un plan citoyen de revendication de l'équilibre judiciaire, de l'équilibre des institutions, de l'équilibre des processus électoraux. En tout cas, cette revendication-là, elle continue. Alors le président officiel Paul Biya a donc présenté ce qui est pour lui les réformes mises sur pied par l'État pour accompagner de manière professionnelle et la jeunesse et le citoyen camerounais dans son entièreté. Voilà les trois principales parties du discours auxquelles nous avons eu affaire aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas un découpage exhaustif, il y en a qui peuvent y entrevoir autre chose et le découper d'une autre manière, mais voilà, nous allons procéder comme ça. Donc, dans la première partie, la fameuse présentation des paradigmes internationaux et de la place du Cameroun dans le contexte international, Paul Biya dit que nous nous retrouvons dans un contexte de recul de la solidarité entre les nations, c'est-à-dire les États ont changé leur façon de faire, on s'est retrouvé dans ce qu'il a appelé les égoïsmes nationaux. On a envie de dire que c'est vrai quand on voit par exemple Matteo Salvini en Italie, ou en tout cas les sorties, les velléités entre l'Italie, M. Diva, et la France actuellement, entre l'émergence du parti de Geert Wilders en Hollande, ou alors le Front National en France avec Marine Le Pen, ou encore l'AfD, l'Alternative für Deutschland, ici en Allemagne, on peut se dire que oui, il y a des sortes de replis identitaires qui fait que les pays en quelque sorte ont une attitude de refus et de rejet les uns envers les autres. Non seulement les Européens, les Occidentaux de manière générale envers les Africains, mais les Occidentaux eux-mêmes. Mais ça, c'est une approche très superficielle qui donne l'impression que nous avons hiberné sur les dernières années. C'est pour ça que nous pouvons dire que la première analyse de Paul Biya sur cette question est totalement fausse, parce que ce n'est pas ces dernières années qu'il y a eu ces replis. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Sauf que la naïveté de l'Africain l'a toujours conduit à penser qu'il y avait amitié entre les États et qu'il y avait collaboration, coopération et que sais-je encore d'absurdité politique. Lorsque nous avons, en tout cas à titre personnel, lorsque j'ai accompagné il y a quelques années le mouvement anti-CFA aux côtés de Kemi Seba et les autres, en fait, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ces choses-là, on s'est rendu compte que les paradigmes internationaux ne fonctionnaient que dans la logique du carnassier, dans la logique de la loi du talion. Les États les plus forts, les plus gros poissons mangent les plus petits sans état d'âme aucun. Il en a toujours été ainsi. On est en 2019, revenons, on est en février 2019, le 10, revenons à février 2014, il y a 5 ans, c'était à peu près le 10 aussi, c'était entre le 13 et le 14 février. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych a été bousculé par sa population et conduit justement vers la sortie parce que il y avait une sorte de manipulation populaire qui a conduit à ce que la partie pro-européenne le pousse à partir, tout ceci parce qu'il avait refusé de signer ce qu'on appelle le traité d'association à l'Union européenne. L'Ukraine, historiquement, était une partie du monde qui était plus pro-russe, et donc ils avaient signé en mai 1955 ce qu'on appelait le pacte de Varsovie.
c'était le contraire avec l'ONU qui avait été créée plus tôt en 1900, enfin de l'OTAN qui avait été créée plus tôt en 1949 et qui voilà divisait le monde en deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et donc historiquement, Viktor Yanukovych préférait y adhérer au bloc occidental. Mais lorsqu'il a refusé, on a manipulé la population ukrainienne pour qu'elle le pousse vers la sortie et pour que Obama, à cette époque, en tout cas pour que les Américains poussent l'Ukraine vers la partie ouest. Lorsque une partie de ce pays-là a manifesté sa désapprobation, Vladimir Poutine en a profité pour leur poser la question en 2014, la même année, quelques mois plus tard, c'était en mars, le 16 ou 19 mars, dans cet intervalle-là, il a dit, voilà, est-ce que vous voulez adhérer à la Russie ou non? Ils ont décidé à presque l'unanimité d'adhérer à la Russie et donc, on a abouti à ce qu'on appelait l'annexion de la Crimée, la péninsule de Crimée qui se trouvait là et qui était même un territoire qui appartenait historiquement à la Russie. Lorsqu'il a fait cela, le bloc occidental s'est opposé à Vladimir Poutine et on lui a imposé un embargo incroyable. Sur cet embargo-là, Poutine répondant à cela, a justement aussi commencé à élaborer des mesures économiques contre ceux qui lui avaient imposé un embargo, si bien qu'entre-temps, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de céréales et qu'il y avait une crise terrible d'agriculteurs et d'éleveurs en France, ce qui explique d'ailleurs les nombreuses marches qu'il y a eu dans la rue à cette époque-là. Et entre-temps, devant le déficit de clients, devant une demande qui était plus faible que l'offre et une offre surabondante, les Occidentaux maintenant ont trouvé un moyen d'écouler ces produits-là qu'ils avaient en superflu. On a donc créé sur le continent africain une légende selon laquelle les poulets en Afrique sont malades, grippe aviaire, etc. Et donc du jour au lendemain, on a interdit la commercialisation pendant un temps des poulets, notamment au Cameroun, qui a connu une déferlante de poulets venus de l'extérieur, parce que la France, parce que l'Occident cherchait des débouchés. Vous voyez donc, ça a toujours été comme ça, la logique des carnassiers, elle a toujours existé. Ce n'est pas maintenant que les pays commencent à se replier dans des égoïsmes nationaux. Il fallait prendre conscience de ça beaucoup plus tôt. Il fallait en être convaincu beaucoup plus tôt et commencer bien longtemps à élaborer des mesures qui auraient permis au Cameroun de dépendre moins de l'extérieur. Paul Biya a dit, nous devons nous arranger à dépendre moins de l'extérieur. Bon, on va dire, heureusement qu'il n'est jamais trop tard, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, il fait un faux constat. On aurait dû s'en apercevoir beaucoup plus tôt. Je me souviens, lors de certaines entrevues, je parlais de ce qu'on avait en Égypte en 1956 et qu'on avait appelé la crise du canal de Suez. Lorsque Israël, la Grande-Bretagne et la France s'étaient réunis, et y avaient créé ce qu'ils ont appelé le protocole de Sèvres. Le général égyptien Gamal Abdel Nasser ne voulait pas s'est vu refuser des financements pour le deuxième barrage sur le Nil à Assouan. On a refusé et donc il a dit il va renationaliser le canal de Suez et maintenant tous les navires qui passent là, qui relient la Méditerranée à la mer Rouge à travers l'isthme de Suez et le canal qui divise l'isthme en deux, ces navires-là vont commencer à payer parce que ça appartient à l'État. On s'est réunis et on a essayé de le bombarder et ainsi de suite, c'est-à-dire les paradigmes internationaux, et là je parle encore seulement des 2 derniers siècles, les paradigmes internationaux en tout cas ont toujours connu une inimitié totale entre les pays. Sauf que Paul Biya, dans sa logique où il faut être ami, coopérer et tout, a même poussé la bêtise il y a quelques années à aller dire en Italie aux Italiens que oui, vous pouvez venir au Cameroun investir chez nous et rapatrier totalement les gains que vous avez réalisés chez nous dans votre pays. Voilà la vision d'un président qui pensait que le monde est un village planétaire, même si sur des questions élémentaires comme le passeport du citoyen lambda, vous n'avez pas la possibilité de parcourir plus de 45 pays avec le passeport camerounais, pendant que le passeport allemand, qui est même supérieur au passeport américain, vous donne l'accès à près de 170 pays. Donc c'est comme ça, les paradigmes internationaux fonctionnent comme ça. C'est la loi de la jungle où seul le plus féroce gagne. Donc voilà. Et Paul Biya conclut cette partie-là en disant qu'il a fait de l'émergence une cause nationale. C'est à ce moment-là que j'ai envie de revenir sur ce que je n'ai peut-être pas dit au début. La réponse à la question que je n'ai peut-être pas posée au début, c'est est-ce que le discours de Paul Biya dans son ensemble a répondu aux attentes des Camerounais? Les gens seront surpris parce que je ne vais pas dire non, bien au contraire. Les gens s'attendent à ce que je dise non. Il n'a pas du tout répondu aux attentes des Camerounais. C'était un discours décalé et totalement faux. Ben justement, le discours de Paul Biya a
à 100% répondu aux attentes des Camerounais. Parce que lorsqu'on a interrogé les gens à Douala, lorsqu'on a interrogé les gens à Yaoundé, lorsqu'on a interrogé les gens même dans la diaspora, lorsqu'on a interrogé vous notamment qui regardez ce live en ce moment, il y en a beaucoup qui n'ont même pas regardé le live de Monsieur Paul Biya, enfin le streaming sur internet ou alors le live streaming sur la télévision en direct, parce qu'ils se disent il n'y a plus rien à en tirer, c'est le même discours depuis 37 ans, je suis né en 82 par exemple, j'ai 37 ans aujourd'hui, il dit tout le temps la même chose, nous ne nous attendons pas à quelque chose de nouveau. Et pour ceux qui ont écouté le discours, ce qui en découle de leur réaction, c'est en tout cas la conformité avec ce à quoi ils s'attendaient. C'est-à-dire pour eux, c'était une sorte de vide sidéral, une sorte de vide astral où ils se disent mais de quoi parle-t-on? Donc quand il dit j'ai fait de l'émergence une cause nationale avec les réalités que les dernières semaines et les derniers mois nous ont montré au Cameroun sur et les malversations financières et les bouleversements liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, etc. Ou quand il dit voilà, vous en êtes les principaux acteurs. Oui, donc, il dit, vous en êtes les principaux acteurs et précise que chaque génération, là c'est aussi intéressant, quand il dit que chaque génération doit se mobiliser pour défendre des causes qu'elle estime nécessaires. À ce moment-là, nous avons envie de sourire parce que nous sommes dans un contexte de hold-up électoral où la jeunesse, en tout cas la jeunesse d'une frange de l'opposition, a voulu manifester sa désapprobation contre le déroulement du processus. S'il vous plaît, enfin je reçois des appels et il ne faut pas appeler, j'ai annoncé que je ferai le streaming sur la plateforme Le Quatrième Pouvoir, alors pour un bon déroulement justement pour un bon déroulement de l'échange, il ne faut de grâce pas appeler, ça perturbe l'échange. Donc, Monsieur Paul Biya dit qu'il a fait des jeunes, en tout cas, ce qu'il appelle, bon, il a utilisé d'autres termes actuellement, le fer de lance de la nation, on a envie de dire le fer de lance des pygmées. Donc il dit que nous sommes les principaux acteurs de ce changement et il dit que chaque génération doit se mobiliser pour défendre les causes qu'elle estime nécessaires. Je crois qu'il a fait là un clin d'œil à Frantz Fanon qui écrivait dans Les damnés de la Terre, c'est un livre publié en 1962. Bon, il a travaillé sur beaucoup de livres, notamment pour Noir Masque Blanc, qui est aussi assez très célèbre, publié 10 ans plus tôt, en 52. En tout cas, Frantz Fanon dit dans ses travaux, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est-à-dire, je suis jeune, je suis dans un contexte donné, dans une société donnée, je constate les problèmes que vit ce contexte-là, que vit cette société-là, j'analyse un peu les talents dont je dispose, je me dis en quoi est-ce que je peux utiliser ces talents-là conformément aux problèmes qu'il y a pour apporter une solution à ces fameux problèmes. Donc oui, en théorie, ce que Paul Biya a dit est intéressant, mais c'est la suite qui nous fait comprendre que nous sommes un peu dans ce qu'on peut appeler, avec énormément de politesse, du n'importe quoi. Parce qu'il prend des exemples dans l'historicité, dans l'historique camerounaise, où il dit, voilà, pour les pères fondateurs, en tout cas la mission des pères fondateurs, ce fut l'indépendance. Lorsqu'il dit les pères fondateurs, il parle évidemment, enfin, on ose croire, parce que c'est eux les pères fondateurs de l'indépendance, Omniobé Ruben, depuis la création de l'UPC en 48 et l'assassinat de Ruben Omniobé 10 ans plus tard en 58. Et il parle certainement aussi de Félix Moumié, de Osende Yafana, de tous ces gens-là, de Onana, de Ernest Wangé qui perdra la vie un peu plus tard, le 15 janvier 71. Ces gens-là qu'on a taxés en leur temps de maquisards. C'est très intéressant parce que ça concerne aussi les Camerounais avec lesquels on parle actuellement. Beaucoup d'entre vous considèrent que Maurice Kamto est un fou qui veut déstabiliser le Cameroun, mais les mêmes célèbrent Ernest Wangé, Félix Moumié et consorts qui, eux, menaient de la véritable guérilla. L'action de Kamto est à 100% pacifique, vous ne pouvez donc pas approuver Ernest Wangé, Félix Moumié qui, eux, étaient dans la guérilla. Comme le Che Guevara, et désapprouver Maurice Kamto qui, lui, n'opère pas du tout dans la guérilla. Il y a un déficit de cohérence absolue à ce niveau. Et Paul Biya lui-même, sur la question de Boko Haram, avait dit « Nous avons éliminé les maquisards, ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser, on va dire. » Donc, on a éliminé, on s'est débarrassé des maquisards qui étaient Félix Moumié, Ernest Wangé et consorts. Notez que Paul Biya est dans ce cercle-là. Il vient de l'école de Louis-Paul Ojolin, qui était un administrateur colonial au service de l'impérialisme français, un peu comme Jacques Faucard, un peu comme voilà tous ces gens-là qui ont œuvré en tant que Monsieur Afrique pour préserver les intérêts de la France. Et lorsqu'il sort de l'Institut d'études d'outre-mer, c'est Louis-Paul Ojolin qui l'introduit dans les cabinets d'Aïdjo. Il va devenir chargé de mission et directeur de cabinet civil, etc., jusqu'à devenir Premier ministre.
sous Amadou Ahidjo. Donc voilà, c'est comme ça, enfin, il parle donc de maquisard et aujourd'hui, il fait une bifurcation où il dit que chaque génération doit découvrir sa mission. C'est très contradictoire. Les maquisards sont aujourd'hui cités en exemple pendant que d'autres qui ont justement le même fond d'opération que les fameux maquisards, sans avoir pour autant la même méthode, sont encore jetés en prison. C'est ça l'irrationalité gouvernementale dans laquelle nous sommes plongés, dans laquelle vous et moi sommes plongés sans que vous et moi n'en ayons conscience. Parce qu'après, il continue en disant que pour les successeurs de ces gens-là, dont de ces maquisards qui du jour au lendemain sont devenus des exemples, nous avons eu justement la réforme des institutions, c'est-à-dire la réforme des institutions et l'avènement de la démocratie. Donc voilà. L'avènement de la démocratie, oui, en 1991, je crois qu'il parle de la génération de nos parents, lorsque nous nous retrouvons dans un contexte de multipartisme, parce que François Mitterrand a donné l'ordre aux Africains au discours de la Baule d'instaurer le multipartisme. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des pays que vous voyez au Gabon, en RDC, voilà, dans la plupart des pays africains, en Côte d'Ivoire, c'est dans les années 90-91 qu'on a l'avènement du multipartisme. C'est décidé par d'autres, parce que les gens qui voulaient l'indépendance n'ont pas vu l'indépendance accordée. C'est ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, ceux qui voulaient continuer la soumission, c'est à eux qu'on a soi-disant accordé la fameuse indépendance et le fameux multipartisme. Mais dans ce multipartisme, on a vu ce qui s'est passé aux élections de 92. On a vu après les efforts, entre guillemets, de concertation nationale, la conférence nationale souveraine, la tripartite, etc. On a quand même vu en 1992 comment, malgré la victoire de Ni John Frondi, Paul Biya a commencé ce dont il a fait le bis repetita il y a quelques mois, lors de l'élection de 2018. En 1992, malgré la victoire de Ni John Frondi, justement, des éléments, des résultats ont été artificiellement fabriqués pour permettre à Paul Biya de conserver le pouvoir 10 ans après qu'il lui ait été offert par Amadou Ahidjo. Donc, du point de vue du processus et de la pérennisation de la démocratie, on n'a pas vu grand-chose. Entre les villes mortes, les répressions de février et toutes les échauffourées qu'il y a eu dans les années 95-98, on ne peut pas vraiment parler de démocratie. Évidemment, on était un jeune État. Évidemment, les choses commençaient à peine. Enfin, quand je dis jeune État, je dis dans la copie de ce que la France nous a imposé, c'est-à-dire la démocratie à l'occidental. Évidemment, on était très jeunes dans ce domaine-là, mais cela n'exclut rien. La logique qui prévaut aujourd'hui a été la logique qui a prévalu à cette époque-là, c'est-à-dire la conservation du pouvoir tous azimuts. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un a tenté d'émerger, vous avez vu, on lui a plus ou moins coupé la tête. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif de nos parents, par exemple, quand vous les écoutiez, et quand vous les écoutez encore aujourd'hui, vous entendez la même chanson qui revient, vous les entendez dire voilà, ne fais pas politique, on va te tuer, ne pars pas au Cameroun, tu vas mourir, et ainsi de suite. Si on était dans un processus démocratique, si on était dans une vraie tentative de reconstruction nationale, on n'aurait pas cette psychose-là où chaque Camerounais a l'impression d'avoir un monstre quelque part, un monstre à ses trousses qui l'empêche de s'exprimer. Je me souviens lorsque je suis parti pour la première fois il y a quelques mois, en juin 2018, je ne dis pas pour la campagne, quand je suis d'abord allé simplement pour aller en tant qu'analyste politique pour les plateaux télé, j'ai eu des gens que je ne connais pas mais qui m'ont appelé expressément. Il y en a un qui m'a appelé de la France et qui m'a dit s'il te plaît Claude Wilfried, ne pars pas au Cameroun, c'est très dangereux. J'aimais bien quand tu faisais tes analyses depuis la diaspora, j'aimais bien quand tu restais derrière ton clavier. Pour l'instant, le Cameroun n'est pas vraiment propice au changement. Il a fallu faire preuve de courage pour justement bousculer les lignes et montrer que non, la peur n'est pas un guide civilisationnel, la peur n'est pas un guide sociétal, la peur n'est pas un guide quand on veut avancer quelque part. Donc, cette psychose-là est la matérialisation même du fait qu'en termes de démocratie, en termes de liberté et d'épanouissement moral du citoyen dans ses idées, dans le développement de ses idées politiques, il y a encore une énorme erreur. Et ce n'est pas parce que M. Paul Biya le dit dans un discours comme ça, dans une phrase, que du coup ça devient vrai. Le fait est têtu en histoire, comme l'a rappelé Charles Blé Goudet il y a 4 ans lors d'un procès à la Cour pénale internationale. Et maintenant, M. Paul Biya continue en disant la génération suivante, c'est-à-dire nous, cette génération-ci a donc pour devoir, elle a pour mission la modernisation de l'économie et de la justice sociale. C'est quoi la justice sociale ? On veut bien l'économie, oui, on veut, c'est-à-dire l'économie et la justice sociale. En fait, la justice sociale, c'est certainement déjà dans le domaine
de l'encadrement par l'État des différents besoins du citoyen dans le domaine sanitaire, etc. Mais on n'a pas eu l'impression que c'était vraiment le cas sur les dernières années non plus. Revenons en 2016. Tout à l'heure, j'ai fait le relais sur ma page d'un live streaming qui était organisé par Jules Chateau, le principal créateur du groupe d'action sociale Les Enfants de Monique, qui a pris en charge actuellement 36 bébés depuis la scolarisation des enfants de Monique au Matékel, qui était tragiquement mort dans les circonstances que l'on connaît. Voilà, en fait, ces initiatives-là ont été créées de manière citoyenne par des gens qui voyaient qu'ils peuvent servir à quelque chose et que le Cameroun ne doit plus y avoir ce genre de situation. Bref, on y reviendra plus tard dans les détails. Mais toujours est-il qu'en 2016, le 12 mars, une Camerounaise, une compatriote a perdu la vie dans des circonstances à la limite choquantes, et encore c'est un mot faible, alors qu'on parle de cohésion, de justice sociale pour la génération actuelle, pendant que les fameux tenants du gouvernement, à l'époque Paul Biya était encore président incontesté, légitime si on veut, parce qu'en 2011 il n'y avait rien de crédible comme élection, le challenge n'était pas conséquent en face, mais il y a ce moment-là, pendant que eux ils se payaient des soins de luxe à l'étranger, le Camerounais lambda mourait bêtement devant des hôpitaux par manque de fonds, par manque de soins, par injustice sociale. La mission donc qui nous incombait ou qui incombait à l'État, c'est-à-dire à nous et aux gouvernants de faire régner la justice sociale, elle n'a pas été réalisée dans les cordes dans lesquelles elle aurait dû se réaliser. Et en 2016 toujours, vers la fin de l'année, le 21 octobre, on a eu la fameuse tragédie des Équins, où la route en mauvais état s'est effondrée au même moment que le chemin de fer à cause d'un train en mauvais état sur lequel on a ajouté près d'une dizaine de wagons supplémentaires parce que l'économie primait sur la vie humaine, parce que l'argent primait sur la justice sociale. Et à ce moment-là, Paul Biya était en Europe depuis à peu près 37 jours hors du pays. Il ne reviendra que le 24, c'est-à-dire 3 jours plus tard, après carrément 40 jours hors du pays. Donc, le maintien de l'économie, c'est bien. L'économie fonctionne aussi par les services et une offre de qualité, que ce soit dans les transports ou dans la santé. Mais ces manquements-là nous font constater que voilà, le Camerounais aimerait bien. Il y a beaucoup de velléités, d'initiatives dans ces domaines-là, mais on n'en est pas encore là. Donc, c'est d'autant plus surprenant que Paul Biya dise donc par la suite dans son discours qu'il nous reviendra de poursuivre dans la bonne voie. Il cite notamment la révolution agricole ou alors la réforme d'industrialisation. Il parle d'infrastructure et aussi et du domaine social. L'infrastructure, justement, on en revient. Il y a un problème, bon, je comptais y revenir sur la fin, mais je préfère en parler maintenant parce que ça peut me sortir de la tête. Mais il y a un problème avec le gouvernement camerounais, c'est son déficit d'autocritique. Quand vous êtes convaincu d'avoir tout bien fait, quand vous êtes convaincu de ne jamais faire d'erreur, évidemment vous courez droit vers la catastrophe. Tu ne peux pas parler de poursuivre la bonne voie sur les infrastructures quand tu as un contexte comme la CAN, où les infrastructures, en plus d'avoir coûté 1000 fois plus cher que leur prix initial, ne sont même pas encore achevées, où on ne voit pas l'horizon sur lequel seront terminés les 224 km de l'autoroute Yaoundé-Douala. Ce qu'ils appellent Abidjan, l'autoroute du Nord, a presque la même longueur. Il y a 215 km et il y a 3 voies entre Abidjan et Yamoussoukro, mais elle est finalisée et elle avait coûté à peu près 3 millions de dollars de kilomètres, enfin 3 millions de dollars par kilomètre d'autoroute ici au Cameroun, sur l'axe Yaoundé-Nsimalen, l'aéroport, on y a près de 8 millions et demi de dollars. Sur maintenant l'axe l'autoroute Yaoundé-Douala, on a près de 11 millions et demi. Et pendant que l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro est finalisée et que les Ivoiriens sont très contents de rouler dessus, au Cameroun, elle n'est pas encore terminée alors que les fonds vont bien au-delà de ce que justement un investissement comme celui-là réclamait. On ne reviendra pas sur les stades. On prenait le stade de Tamale au Gabon, au Ghana, qui avait à peu près la capacité du stade de Limbe, c'est-à-dire à peu près 20 000 places, mais qui a coûté dans les 10 millions, pendant qu'à Limbe, on était à près de 18 millions, 18 milliards de francs CFA. Donc ce sont des mécanismes comme ça qui nous font penser, mais de quoi il parle notre cher président quand on a justement des déficits infrastructurels, économiques et sociaux comme cela? De quelle bonne voie s'agit-il? Nous aimons, parce qu'on ne prend pas du plaisir à déconstruire tout ce qui est dit, parce que bon, comme c'est Paul Biya, comme il est RDPC et que nous désapprouvons, nous voulons dire non, même s'il dit bonjour, on dit non, il a mal dit bonjour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voudrions qu'il soit factuel.
On se souvient que lors des discours de fin d'année, avec le président élu Maurice Kamto, même si ça énerve les RDPcistes, je crois qu'il y a tellement d'éléments, en fait, il faut être sérieux parfois. Je n'ai même pas souvent envie, la patience de prendre tous les exemples, mais quand je prends seulement les fous, je les appelle comme ça, ceux qu'on a pris d'un asile de fous en France pour venir jouer Transparency et pour venir défendre la fraude électorale et qu'on voit que ces gens-là ne sont pas inquiétés, rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de compte rendu, personne ne sait pourquoi les gens qui ont justement amené des brillants, des menteurs comme cela et qui ont coûté à l'État quelque chose parce qu'il a fallu les payer, il a fallu leur faire entrer sur le territoire camerounais pour des raisons assez criminelles. On ne sait pas ce qui est advenu de ça, c'est de la criminalité gouvernementale qui n'a pas été sanctionnée. Et dans le même registre, les faux PV, la tricherie et tout ce qui a tourné autour n'a pas été sanctionné. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas été sanctionné que cette chose est illégitime. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas été sanctionné que cette chose est bonne. La preuve, on a sanctionné Maurice Kamto qui n'a rien fait. Ce n'est pas parce qu'on l'a sanctionné qu'il a commis un crime. Dans un gouvernement de criminels, les innocents sont en prison. C'est toujours comme ça. Dans un gouvernement de tricheurs, les hommes intègres sont en prison. C'est pour ça que Socrate a dû boire la ciguë pour mourir. Il y a plus de 2000 ans parce qu'on n'était pas d'accord avec sa vision du monde. Or, il ne faisait de mal à personne. C'est pour ça que Galilée a été obligé de revenir sur ses théories alors qu'il avait raison. En 1610, sa lunette astronomique lui prouvait que non, c'est bel et bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mais devant un parterre d'idiots, il a été obligé de se conformer à la bêtise ambiante et de garder ses convictions pour lui. Ce n'est donc pas parce que ces gens-là sont au gouvernement actuellement ou que Paul Biya, par le forcing et la répression par les forces de l'ordre, est actuellement au pouvoir qu'il a la légitimité d'y être. Nous fonctionnons justement comme ça dans la logique argumentative, dans la logique de présentation de faits. Conformément donc à ces éléments-là, quand on dit encore que voilà tout se passe bien et qu'on est sur la bonne voie dans un contexte d'industrialisation, d'infrastructure, de tissu social, on se rend compte que non, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Paul Biya nous dit ensuite, je vous demande de ne pas perdre espoir. Je n'ignore pas vos difficultés, je comprends vos aspirations de changement et votre volonté de participer davantage aux défis qui vous concernent. On ne peut que se répéter puisque lui, il se répète. Il n'ignore pas, qu'on ne perde pas espoir. Bon, il l'a dit en 2018, le 10 février. Sauf que entre-temps, entre 2018 et 2019, il s'est passé énormément de choses qui ont en fait descendre le moral des Camerounais. Je l'avais d'ailleurs dit lorsqu'on avait eu un échange sur un plateau pendant la campagne où je disais l'intérêt, je crois que c'était en face de monsieur Samuel Mott, l'expert comptable, où je disais la campagne a été très belle, mais pas du fait du gouvernement. La campagne était belle parce qu'on a eu des gens indépendants, des self-made millionnaires comme Franklin Gifford et Serge Espoir Matomba qui ont eu l'audace d'aller dans l'arène, même s'ils avaient des probabilités faibles de gagner, en tout cas d'oser le pari de devenir président de la République. On a eu Cabral Libby qui a justement, de par sa stature de jeune, de par voilà sa stature de débrouillard, de quelqu'un qui avait la possibilité, en tout cas qui avait la hargne de penser qu'il pouvait être président. Ça aussi c'est de bonne guerre que chaque citoyen pense quand il a dépassé les 35 ans. Oui, pourquoi pas moi, je peux aussi l'être. Et dans la foulée, il avait amené les gens à s'inscrire et à aller voter, enfin, à aller voter pour le candidat de leur choix, en tout cas à s'intéresser à la politique. Il avait accompagné ce siège-là, ce qui n'était pas mal, même si après, bon, il y a énormément de quiproquos entre le Cabral d'avant et le Cabral d'après. On ne va pas aller sur les débats de personnes. Maintenant, sur le cas du MRC, c'était encore meilleur. C'est-à-dire, du point de vue qualitatif, l'équipe était et est encore exceptionnelle. Du point de vue argumentatif, du point de vue de la capacité de communication, du point de vue de la capacité de mobilisation, avec même justement et des conférences et des marches interdites avant, pendant et après la campagne, du point de vue du charisme absolu de son leader et de sa compétence dans absolument tous les domaines. Il l'a prouvé quand il présentait son programme de campagne, c'était de loin le meilleur, c'était de loin la meilleure façon de présenter, c'était de loin la meilleure façon dont il a été présenté parce qu'il était imbattable sur toutes les plateformes où il a été présenté. Donc, à aucun moment le RDPC de Paul Biya ou encore l'État n'a contribué de quelque manière que ce soit à rendre la chose intéressante. Donc, à aucun moment, il ne faut pas, on ne doit pas se retrouver dans quelque chose, on dit
Je ne vous demande pas de perdre espoir, je comprends vos difficultés et tout. La volonté de participer davantage aux défis qui nous concernent, nous l'avons fait en tout cas de nous-mêmes. Ça n'a en rien été le fait du gouvernement. Il n'y a pas participé. Au contraire, on s'est retrouvé dans un pays un peu fou où, parce qu'on vous laisse parler, on vous dit réjouissez-vous. Parce que si on était dans une dictature, on ne vous laisserait pas parler comme vous êtes en train de parler actuellement. En fait, pendant que la Constitution et les lois fondamentales disent que la liberté d'expression est un droit fondamental, nous on considère au Cameroun que la liberté d'expression est une faveur accordée par le gouvernement. C'est comme si le parent disait à son fils sois fier que je te nourrisse, mais ton enfant est mineur, tu l'as mis au monde sans lui demander son autorisation, tu as le devoir, c'est écrit comme ça dans les textes, de le nourrir, de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes, c'est comme ça que ça marche. Donc l'État a le devoir de protéger la population, l'État en tant que gouvernement, parce que sans population, il n'y a pas de gouvernement. C'est donc ceux que nous avons mis là qui ont la responsabilité de nous accompagner pour justifier le fait qu'ils soient là où ils se trouvent, et c'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya continue en disant, enfin il revient sur l'année 2008 en disant voilà, nous avons eu des élections, il a parlé grosso modo des principales entités qui ont, été au devant de la scène dans cette élection. Il a dit voilà, 2018 a été une année électorale, vous y avez participé soit comme électeur, je crois qu'il parle de vous, enfin de nous, de tous ceux qui sont allés voter en tout cas, soit comme acteurs du processus électoral. Bon, je crois que là il parle de moi, d'Olivier et des autres, parce que bon, on a accompagné, on a été au devant de la scène et on a en tout cas à l'intérieur de nos partis respectifs bousculé les lignes pour porter notre candidat à la magistrature suprême. Et après il dit soit comme candidat. Là, il parle de Cabral Libye, de Maurice Kamto, de tous ces gens-là qui ont été candidats. Oui, c'est un tableau exact. Il dit que cela traduit notre intérêt dans les affaires de notre pays. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, en ce qui me concerne, ça traduit totalement mon intérêt. Et justement, mon cheval de bataille, c'est de continuer à faire prévaloir cet intérêt-là, que les jeunes qui ont développé l'intérêt pour la politique à partir de 2018 ne perdent pas cet intérêt-là, parce que ça reste intéressant. La politique, c'est la réponse à la question, en tout cas le fait de s'intéresser à la question, je vis dans quel pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je vive mieux, quelles sont les mesures à prendre, en quoi est-ce que moi-même je peux participer en tant que soldat, en tant qu'actif de ce fameux changement. Et c'est pour ça justement que je travaille sur mon livre de campagne. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Une fois que je l'aurai terminé, je reviendrai dans mon pays et justement j'échangerai avec les jeunes sur la fameuse question. Voici comment de manière civique on peut justement changer notre pays. Voici comment moi ça s'est passé pendant la campagne. Voici comment j'entends justement changer les choses à mon niveau à travers la discussion, à travers l'argumentation, à travers l'échange, à travers justement la confrontation d'idées. Même quand on n'est pas d'accord et même si parfois ça peut devenir un peu houleux, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais tant qu'on ne se bagarre pas, tant qu'on ne crée pas de désordre, il n'y a pas de soucis. Et donc à ce niveau-là, oui, il a raison. L'intérêt, il est resté. Mais encore, c'est l'intérêt indépendant de ces fameux acteurs de la société civile, ou du moins des éléments de l'opposition. Il vient donc sur ce qu'il appelle les pratiques barbares dans les réseaux sociaux, où il dit, bon, je crois qu'à ce niveau il a parlé plus ou moins comme un père, il dit voilà, les réseaux sociaux ont apporté une forme de démocratie directe, c'est-à-dire chacun a l'opportunité de dire ce qu'il veut, ce n'est plus, en fait on peut vraiment faire entendre son avis dans des plateformes privées, on n'a plus besoin d'attendre la télévision, les plateformes officielles comme autrefois, ça c'est exact, et il dit cela ne dispense pas quand même de respecter et les autorités et les institutions et les citoyens de personne à personne. Je crois que là il fait un clin d'œil justement à ce qui s'est passé il y a quelques semaines sur le vandalisme des ambassades qu'on a attribué au MRC, mais quand on veut être logique, quand on veut être cohérent, il faut aussi que lorsqu'il y a des sorties de la part du gouvernement, c'est ça le problème en fait avec le discours du président Paul Biya, c'est-à-dire il n'y a pas de spécification, président officiel. Il n'y a pas de spécification. Il brosse comme ça de manière évasive pour que chacun se fasse une idée, mais il ne précise pas qu'au sein même de l'appareil gouvernemental et de ceux qui soutiennent le gouvernement, on a eu des sorties vraiment quelque peu boiteuses. Moi, je connais beaucoup d'intellectuels, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, comme on dit, intellectuels entre guillemets, qui soutiennent, même s'ils ne veulent pas l'admettre, le régime en place illégitimement à travers des théories
qui justement aboutissent à ce que j'ai appelé la crispation ethnique, qui théorise la violence tribale de manière très subtile, sage, lente mais sûre, qui donne l'impression d'être des fous, mais qui ne le sont pas du tout parce qu'ils sont totalement conscients du type d'agenda qu'ils sont en train de suivre. Ces gens-là qui ont pris la casquette d'intellectuels et qui théorisent comme ça la méchanceté des Camerounais les uns envers les autres au profit d'un clan, d'une oligarchie qui a le pouvoir entre les mains. Ces gens-là, dans un pays sérieux, devraient être en garde à vue. Ces gens-là, dans un pays sérieux, devraient être interpellés, interrogés et sommés de ne plus jamais répéter les dérives et ils répètent parce que parfois, les dérives du citoyen lambda viennent du fait que ceux qui sont qualifiés d'intellectuels et qui portent la voix du Cameroun, en tout cas vers qui la jeunesse s'oriente, sont les premiers à ne pas respecter, à ne pas faire office d'exemple. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Il y en a qui le refusent. Il y en a qui, pour des appartenances fraternelles, pour des appartenances claniques ou pour des exigences financières, pour des exigences du ventre, sont prêts justement à totalement se dédouaner de la responsabilité qui incombe à l'intellectuel d'éduquer la jeunesse et qui sont prêts justement à mettre sur pied comme ça des théories qui incitent à la désacceptation des uns envers les autres. C'est pour ça que vous voyez toutes ces guéguerres là qu'on a partout dans les réseaux sociaux. On pense que les Camerounais, on pense que si tel est président, on va chasser tous les autres Camerounais qui ne pensent pas comme lui et créer de nouveaux Camerounais. Nous sommes obligés, par la force du destin, nous sommes nés dans ce même endroit-là et nous sommes obligés de matérialiser ce qu'on appelle la cohésion sociale, que ça nous plaise ou pas. Même si je ne t'aime pas en tant que personne, je suis obligé de t'aimer en tant que Camerounais. C'est-à-dire, je n'ai aucun droit de porter atteinte à ton intégrité physique ou morale de quelque façon que ce soit. Si je ne t'aime pas, je m'éloigne, je ne te fréquente pas, etc. Rien ne nous oblige à être ensemble. Donc, Paul Biya aurait dû, parce que le gouvernement a une plus grande responsabilité dans ce domaine, lui et ses satellites qui, sans faire partie du gouvernement ou sans faire partie du RDPC, font semblant d'être neutres, alors qu'on sait la position du neutre en situation d'injustice. La position du neutre en situation d'injustice, c'est la conformité, la consanguinité, la connivence avec le criminel. C'est aussi simple que ça. On a eu justement un membre du gouvernement, Jean de Dieu Momo, ministre délégué au ministère de la Justice, qui a fait une sortie hasardeuse sur notamment les Bamileke. Je ne lui traite pas l'étiquette d'antisémite, même si le gouvernement peut justement être on peut intenter un procès envers le gouvernement d'être antisémite pour n'avoir par exemple pas demandé la démission de Jean de Dieu Momo qui justement semblait n'être là que pour une mission précise. C'est-à-dire comme il est Bamileke, il fallait qu'on prenne un Bamileke pour parler au Bamileke parce que si c'était quelqu'un d'autre, on allait parler de tribalisme. Donc on lui a dit, comme toi est un désordonné, parle à tes frères Bamileke, il faut qu'ils se calment, sinon vraiment ça va aller dans tous les sens. Et donc il vient en moralisateur du jour au lendemain, comme ça ce n'est pas le rôle du ministre délégué au ministère de la Justice de parler comme ça. C'est de théoriser la reconstruction nationale à travers de véritables réformes, à travers une véritable mise en garde de la communauté camerounaise dans son ensemble. Il n'y a pas une ethnie Bamileke qui veut la déstabilisation du Cameroun. Moi, je ne suis pas Bamileke, je suis du MRC et je n'ai plus l'impression que ces gens-là ont théorisé d'une façon ou d'une autre la déstabilisation du Cameroun. Seulement leur intenter cela. C'est un procès d'intention déjà très malsain, très malveillant qui devrait conduire à plusieurs interrogations. Il y a donc connivence entre le gouvernement et un acteur du gouvernement, entre l'État, l'exécutif officiel, du moins Paul Biya, et un représentant de ce gouvernement-là pour accompagner quelque chose qui n'a aucun sens. Et donc, devant son absence de sérénité, parce qu'il n'est pas connu pour son grand équilibre argumentatif, Jean de Dieu Momo s'est perdu en prenant des comparaisons qui n'avaient justement rien à voir là-dedans et qui ont fini par lui coûter très cher. Outre le désaveu du gouvernement, qui s'est totalement dédouané parce que le gouvernement ne savait pas que on peut justement manier un couteau comme ça, mais il peut condenser et tourner dans l'autre sens et nous frapper au visage. Vous pouvez assigner une mission à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas contrôler exactement ce qu'il va dire. Et s'il n'est pas équilibré du point de vue argumentatif, il va tôt ou tard faire une bourde. C'est ce qui s'est passé. Assimiler donc déjà les Juifs à un peuple arrogant et faire le parallèle avec les Bamileke qui donc par effet domino, par réaction en chaîne seraient eux aussi arrogants, c'est très malsain. C'est déjà dire les Bamileke sont arrogants, c'est dire de deux, les Bamileke veulent la déstabilisation du Cameroun, c'est dire de trois, Paul Biya, qui est maintenant comparé à Hitler, va exterminer justement ces gens-là. Je suis d'accord que Paul Biya est comparé à Hitler. J'ai appelé le Cameroun république hitlérienne de crever Tony. Pas parce qu'il veut exterminer les gens ou une communauté, non, mais parce que lui
aussi, il mène une répression subtile mais réelle contre toute velléité de liberté citoyenne. On le voit d'ailleurs ces derniers temps. Les gens veulent dire les marches ont été interdites parce que c'était des marches, enfin les marches ont été réprimées parce que c'était des marches illégales. Vous êtes hors sujet avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce que de un, beaucoup de marches et de conférences ont été interdites alors qu'elles étaient totalement légales. Je ne sais pas combien de fois je vais prendre l'exemple d'une conférence dont j'avais le papier, l'attestation entre les mains et dont un autre préfet, je ne sais pas, une autorité plus grande, a décidé que non, elle ne se tiendrait pas. Vous voyez que les enjeux sont totalement ailleurs. Et quand bien même la marche aurait été illégale, aucune loi ne dit que comme la marche est illégale, même si ces gens-là manifestent pacifiquement, perforer leurs légendes. On n'est plus dans un état de droit, on est dans un état barbare. Et si vous soutenez cela, vous êtes dans ce que j'appelle la zombification. On n'est même plus dans la zombification, on est dans la zombimorphose. C'est-à-dire, c'est le passage directement de l'état vivant à l'état de zombie sans passer par l'état intermédiaire. Vous voyez, il meurt d'abord et après il se réveille. Non, 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 vous passez instantanément de l'état d'être vivant à l'état de mort vivant. C'est cette manipulation-là qu'il faut éviter. Et Paul Biya, dans son discours, dans ce volet-là, aurait dû appuyer aussi cet élément, parce que ne le faisant pas, c'est un peu jouer à un jeu communicationnel qu'on lui connaît très bien en tant que politicien chevronné et maître de la communication subtile. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Après, il continue en disant il faut mener la politique de manière responsable, soit en se présentant aux élections, soit, enfin, il dit, voilà, il faut mener la politique de manière responsable. Les législatives, les municipales, les régionales approchent. Il faut se présenter à ces élections-là comme conseiller municipal, comme conseiller régional ou comme député. Ok, c'est très intéressant parce que de un, pour les conseils municipaux, il y a à peu près 10 000 conseils, enfin 10 000 conseillers municipaux. Pour les députés, il y a 180. La population camerounaise est de 20 millions d'habitants, voire plus. Ce gouvernement a été incapable de mener un recensement depuis 2005, on est en 2019, ça fait plus d'une décennie. C'est-à-dire ça fait 10 ans, en 2015, ça fait 14 ans. Il a été incapable de mener un recensement cohérent, on ne sait donc pas combien de Camerounais y en est, et il dit que sur les 25 millions de Camerounais, bon, tous doivent chercher donc la mairie, la députation, mais attendez, on a besoin d'à peu près 10 000 personnes sur 25 millions, c'est rien du tout. Les réseaux sociaux actuellement, c'est ça qu'il a, en fait, le contraste vient d'ailleurs du fait qu'il parle après de l'économie numérique. Vous ne pouvez pas inciter les gens à l'économie numérique et leur dire après de ne pas se servir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus le contre-pouvoir aujourd'hui à la manipulation par un seul élément télévisuel. Lorsque Alassane Ouattara n'était pas encore président, il se plaignait de la télévision ivoirienne en disant que voilà, quand on a la télé, quand on a toutes les infos de son côté, on peut facilement faire des manipulations et appuyer. On peut facilement faire des manipulations et appuyer une idée parce qu'on a les médias avec soi, on a les radios, on peut facilement museler les avis contraires. Aujourd'hui, l'internet, le numérique, les réseaux sociaux ont permis d'endiguer cela. On peut maintenant avoir des contre-pouvoirs, des contre-avis. On peut échanger par justement réseaux sociaux interposer et apporter en tout cas sa vision de la politique tout au long de l'année. Les élections législatives et municipales, ce n'est pas tous les ans. Les élections municipales, ce n'est pas tous les jours de l'année. C'est, par exemple, pour les législatives, c'est le 29 octobre, 29 octobre. On ne va pas se dispenser de faire la politique en février parce que les élections sont en octobre. C'est de l'absurdité monumentale. Le président américain de la plus grande économie du monde, désapprouvant les journaux et leur logique manipulative, fait très peu d'interviews sur les journaux, comme le New York Times ou le Washington Post et tout. Il les insulte copieusement tous les jours parce que ce sont des journaux pour lui au service d'un lobby financier-industriel qui ne dit pas son nom. Donc il préfère agir par lui-même, notamment à travers son réseau social Twitter, où il peut écrire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, sans que ce ne soit déformé outre mesure par d'autres personnes ou alors que des questions pièges ne lui soient posées. À travers les réseaux sociaux, les intellectuels, entre guillemets, les intellectuels en peau d'arachide, les intellectuels crevettes, ont réussi à amener les Camerounais à se détester les uns envers les autres par un mécanisme subtil mais persévérant, continu au cours de l'année, continu au fil des jours, qui a fini par heurter les sensibilités de ceux que ça devait heurter. Et maintenant, on est face à une bulle qui n'attend plus que l'implosion.
Donc les réseaux sociaux aussi peuvent agir en contre-pouvoir pour amener les gens à penser camerounais, pour amener les gens à penser de manière républicaine et à créer un Cameroun solide où tout le monde se comprend comme national, où tout le monde se comprend comme membre de cette communauté-là. Minimiser cela, c'est ne pas être à jour sur les enjeux du monde actuel. Dire à la population camerounaise non, laissez tomber, attendez les élections municipales et législatives, c'est leur dire ne dialoguez pas, ne parlez pas. Emmanuel Macron a incité un débat national en France, où les Français tous les jours discutent entre eux-mêmes en petits comités. Il ne leur a pas dit taisez-vous, allez simplement vous inscrire, attendez les élections et vous inscrivez, c'est être fou. C'est pour ça que je disais que l'intérêt des jeunes pour la chose politique ne vient pas du gouvernement. Ce qui a fait que que moi j'aille battre campagne au Cameroun, c'est parce que avec mes analyses sur les réseaux sociaux, j'ai été remarqué par nos compatriotes du pays qui m'ont donc appelé pour aller mener campagne. Si je n'avais pas fait cet usage-là au cours des ans des réseaux sociaux, on n'aurait pas été au courant de mon existence et je n'aurais pas eu d'implication active dans le processus politique du Cameroun lors des élections. Dans la même lignée, moi j'incite tous ceux qui ont justement un réseau social à l'utiliser pour informer. En fait, moi j'essaie de le faire autant que je peux. J'écris des articles, je fais des recherches et je publie en fait sous forme de mini-articles ces résultats-là ou alors sous forme de live où je partage les résultats de mes connaissances, de mes petites connaissances pratiques acquises pour justement édifier dans la mesure du possible ma communauté à réfléchir politique et à réfléchir politique éducative. C'est ce à quoi on exhorte tous les Camerounais. On ne dit pas taisez-vous et attendez les municipales et les législatives. On est dans quel monde? Lorsque quelqu'un, je sais pas, lorsque quelqu'un regarde un match de foot, on ne lui demande pas est-ce que c'est ça qui va développer le Cameroun. Mais lorsque quelqu'un parle politique sur Facebook, on lui demande est-ce que c'est ça qui va développer le Cameroun. Mais entre parler politique sur Facebook et ne pas parler politique du tout, c'est-à-dire regarder une vidéo drôle sur Facebook ou bien un match de foot ou je sais pas, qu'est-ce qui a quand même plus de chances d'apporter une valeur ajoutée à l'émancipation nationale. Donc, il y a ce manque de cohérence là, aussi bien dans celui qui fait aujourd'hui figure de notre président que chez nos citoyens qui sont facilement manipulables avec cette conception des choses. Donc, c'est tout. Après, il dit, si vous en avez l'ambition, n'hésitez pas, vous allez contribuer à la recherche de solutions. Oui, là, il a raison, parce que personne ne dit ne le faites pas. L'un n'empêche pas l'autre, c'est la fausse analyse qu'il fait. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être candidat à la députation, mais vous pouvez continuer à travers justement ce mécanisme énorme qu'est le réseau social à justement élaborer des initiatives. Ici en Allemagne, par exemple, nous allons organiser dans les semaines qui viennent une grande conférence MRC, c'est-à-dire c'est le directeur du MRC qui nous a demandé de le faire. Ça s'articulera autour de ma personne et je vous y invite cordialement. Je vais communiquer les rendez-vous au fur et à mesure. Pour ceux qui sont en Allemagne ou ceux qui sont en France ou dans les environs, vous êtes conviés à venir parce que ce sera intéressant et là ce sera la réunion du MRC et non la réunion de groupes parallèles à qui on attribue la paternité du MRC. Je crois que le MRC a assez d'éléments ici pour élaborer ses propres réunions. Il définit ses mots d'ordre et ses modalités d'action. Donc voilà, Paul Biedi, il donne justement ces mesures-là qui nous permettront de résister à l'immigration clandestine. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a été candidat à la députation qu'on n'aura pas envie de quitter le pays. Tout le monde ne deviendra pas député. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va soigner, comme il disait, la délinquance, l'immigration, l'addiction à la drogue ou à la boisson. Non, 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 absolument pas. Ce qui soigne l'addiction à la drogue et à tout cela, c'est un véritable projet économique. On va en venir tout à l'heure sur et son plan triennal et par exemple le DSCE, le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, c'est par lui-même que le jeune veut quitter le pays. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous parlez avec un Camerounais du Cameroun, heureusement que les choses ont un peu changé parce qu'avec nos photos Facebook, nos vidéos, notre façon de faire, on leur dit que non, ici, vraiment, l'Europe, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est seulement un autre coin de la Terre à 5000 km. Ce n'est pas comme si on était y allé, je sais pas, sur Jupiter ou bien, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais sinon, les aspirations premières d'un citoyen au Cameroun, c'est de quitter le pays parce qu'il a des envies d'ailleurs. Et celui qui n'en est pas convaincu n'a qu'à penser à une configuration où on dirait à chaque Camerounais, bon, aujourd'hui, nous t'accordons les visas illimités. Tu as la possibilité de sortir du pays si tu le veux et même de ne plus revenir. Le pays se viderait le jour même. Dans les 24 heures qui suivraient, il y aurait un déficit d'avions. Il faudrait y amener des charters des A380, ce qui transporte 850 passagers, la 853 pour l'A380, pour justement charter tout ce monde-là hors du Cameroun. Parce que tout le monde voudra partir.
Et quand on est dans un pays où tout le monde veut partir, on se rend compte que l'État n'a pas fait ses devoirs. C'est ça qu'on appelle un État hors sujet. C'est donc impensable d'écouter un président s'abstenir d'autocritique, parce que c'est ça le RDPC et son président national. Donc voilà, il dit notamment, parce que là c'est le troisième élément, après le contexte et les réseaux sociaux et l'interaction entre l'État et le gouvernement, le troisième élément dans la présentation des mesures prises par l'État pour employer les jeunes, pour employer les citoyens, il cite les recrutements dans les forces de sécurité. Je suis désolé, la Suisse est le troisième ou quatrième pays avec le niveau de vie le plus élevé sur Terre, avec des pays comme le Qatar, le Luxembourg, Singapour. Mais la Suisse est en train actuellement de justement de poser la question, enfin de mettre de plus en plus à l'ordre du jour la question de son armée. Ils ne veulent plus d'armée. Ils se disent c'est la paix, il n'y a pas de guerre, ça sert à rien, ça tue le budget et tout. Ils ne veulent plus. Il y a des pays comme ça qui n'ont pas d'armée, il y a des pays qui ne veulent pas. Et ce sont de grandes puissances économiques. Quand vous vous retrouvez, on n'est pas les États-Unis qui sont les gendarmes du monde et ont besoin de pétrole partout. C'est vrai que nous, on a besoin d'armées pour défendre nos richesses parce qu'on a énormément de potentiel naturel et tout. Mais en fait, on n'est pas amené à se vanter d'avoir fait reculer le chômage parce qu'on a recruté dans l'armée. Non, les recrutements dans les forces de sécurité s'imposent dans le cas du Cameroun en fonction de la situation actuelle, la recrudescence de la crise anglophone qui a été créée justement par ce même Paul Biya. C'est aussi simple que ça. La crise anglophone ne demande pas qu'on soit un génie pour comprendre d'où elle vient ou qu'on comprenne toute l'historique du Cameroun. Non, la crise anglophone répond à une interrogation simple. Comment répondre à des revendications citoyennes? Paul Biya a parlé de démocratie, mais regardez la réponse qu'il a apportée aux revendications citoyennes, c'était la chicote. On est descendu dans la rue, on a parlé, les syndicats d'avocats et d'enseignants, on a tapé parce qu'on a dit voilà, c'est illégitime, parce que pour lui c'est toujours illégitime. Les revendications citoyennes sont toujours illégitimes. Vous faites une conférence, c'est illégitime. Vous faites une marche, c'est illégal. Vous faites des revendications citoyennes, c'est illégal. En fait, rien n'est légal. Si vous voulez faire quelque chose qui est légal, demander simplement, à faire une marche pour soutenir Paul Biya. La marche qui a été interdite pour soutenir Paul Biya il y a quelques jours, c'est simplement parce qu'il venait d'interdire la marche du MRC. Ça aurait fait tâche si la marche pour Paul Biya avait été initiée dans un contexte où aucun parti d'opposition n'organisait ces marches, elle aurait été autorisée. Donc aujourd'hui, certains Camerounais n'ont pas justement supporté de continuer de se faire fouetter, et donc dans cette partie anglophone, là, certains ont pris les armes, ont pris la forêt. C'est ce qui aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui les Ambazoniens. L'Ambazonie existe depuis l'époque John Go-Foncha, quand il était Premier ministre du Cameroun anglophone entre 61 et 65. En fait, les éléments comme ça aboutissent justement à des extrémismes parce que l'État refuse de débattre. Et donc, on se retrouve justement avec des gens qui se disent ah, comme la situation est chaotique, bon, l'armée, voilà, l'armée recrute, donc moi je vais être recruté dans l'armée. Et on appelle ça justement un recul du chômage ou que sais-je encore. Donc, voilà, Paul Biya, en fait, on va pas revenir sur les détails, sinon ce serait décortiquer chacun de ces mots. En tout cas, il dit grosso modo que sur les programmes, par exemple, du MINJEC, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on a engagé des batailles d'éducation civique et d'éducation nationale, des milliers de personnes dans la promotion de volontariat, des milliers de personnes formées à l'appui, dans le volontariat, notamment dans le domaine de la santé, dans les zones prioritaires, les zones sinistrées. Il parle de la vie associative, il parle de l'insertion économique et sociale. Il dit voilà plusieurs milliers d'entre ces gens-là qui ont bénéficié des programmes du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique sont devenus promoteurs, sont sur la voie de devenir promoteurs et entrepreneurs. Vous allez remarquer que les chiffres n'apparaissent dans le discours de Paul Biya que sur la toute deuxième partie, c'est-à-dire vers la toute fin. Parce que il dit de manière évasive, c'est très littéraire son discours. Des milliers, c'est des milliers. On a mis des centaines là-bas, il y a des milliers de jeunes. Bon, on va faire un peu de factuel parce que c'est intéressant d'utiliser les chiffres. Le RDPC souffre d'un défaut justement, il n'a pas l'habitude de raisonner de manière factuelle parce que je me souviens au Cameroun, on me disait ah Wilfried Ekanga, tu parles comme quelqu'un qui récite, tu as lu dans un livre, tu es en train de réciter. Je suis désolé de ne pas fonctionner sur le Congo, ça les rumeurs et les ont-dit, il y a des documents, c'est ce qu'on fait par exemple en Allemagne, lorsque vous êtes dans un plateau télévisé, vous devez avoir des chiffres, des données, et les données sont fournies par justement les instituts statistiques, les instituts qui travaillent dessus, ça doit servir à l'analyse, ce n'est pas là pour décorer les murs. Vous ne pouvez donc pas dire à quelqu'un bon toi tu récites ce que tu as lu dans les livres, mais si je n'élabore pas si je ne me sers pas des chiffres qui
sont sortis des instituts qui ont fait des recherches pour nous permettre d'approfondir les analyses. Bah, à quoi servent-ils ces chiffres? Pourquoi les gens se tuent à aller dans des zones compliquées pour récolter des données? Si personne ne veut s'en servir pour analyser, les gens préfèrent donc dire de manière commère, sous fond de Congo ça, voilà, il paraît qu'on dit que non, on utilise les chiffres. Et les chiffres nous disent, c'était l'année dernière, en tout cas, le ministre, enfin, non, c'était pas l'année dernière, c'était même cette année, c'était en janvier, le 23 janvier, le ministre délégué auprès du ministère de la Communication, c'est-à-dire le bras droit de Issa Chiroma, Monsieur Paul Tazon, a fait une sortie où il disait que voilà, bon, le document stratégique pour la croissance et l'emploi, en tout cas à partir du 1er janvier 2020, il arrive à expiration et on doit réfléchir sur maintenant un nouvel élément, un nouveau paradigme économique. Le document stratégique pour la croissance et l'emploi est un échec total. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est moi qui le dis. Il a été élaboré en 2009. Sur la tranche, la décade 2009-2019, il devait y apporter les réformes économiques qui allaient permettre au Cameroun de se développer. En fait, 36 ans de Paul Biya, bref, je ne vous apprends rien, c'est toujours la même chose. On crée un truc, on met un gros mot derrière, on vous miroite que c'est ça, justement, la panacée pour sortir du sous-développement, et vous vous retrouvez 10 ans plus tard, rien n'a changé, mais on vous sort un autre discours, et ainsi de suite, et vous restez comme ça, envoûté, zombifié, comme ça, par, justement, quelqu'un qui n'a pour intérêt principal que la conservation du pouvoir, qui est le sien actuellement. Donc, il est prévu, les analystes sérieux disent que si on veut atteindre à la fameuse émergence 2035, il faudrait une croissance économique de 9%. Sauf que actuellement, et c'est d'ailleurs Paul Tazon qui le dit, la croissance, bon Paul Biya l'a d'ailleurs répété, en tout cas il a dit, la croissance était il y a près de 3% l'année dernière, elle est envisagée 4,7%, 4% cette année, et il y a 4,7% pour l'année 2020. C'est ridicule. Parce que déjà, la croissance, en fait, quand on analyse la croissance, il y a beaucoup de problématiques derrière. Même si vous avez une croissance de 10%, ne croyez pas que vous développez plus que celui qui a une croissance de 5%. Parce que imaginez quelqu'un, il gagne 1000 francs, enfin il gagne 1000 francs chaque année. Vous gagnez 100 francs CFA. Lui, il a une croissance de 5%, il gagne 1000 francs, mais après, il gagne 50 francs, par exemple. Il gagne, voilà. Mais vous avez une croissance de 10%, vous gagnez 100 francs et vous avez vous avez 10 centimes de plus et vous avez gagné 110, pendant que lui, il a gagné 1010 ou 1005. En fait, 1005, votre taux de croissance est inférieur au sien. Lui, il a 5 sur 1000. 50 francs sur 1000 seulement qu'il a gagné par rapport au total. Vous avez à peu près 10 centimes sur 100 francs. Bon, ça domine, on dirait, mais en fait, en termes de ratio, lui, son produit, en tout cas, est bien plus élevé que le vôtre. Si j'avais 1000 francs l'année dernière et que j'ai gagné aujourd'hui 1500, j'ai une croissance, c'est-à-dire une croissance équivalente. Enfin, et que j'ai gagné, bon, si j'avais 1000 francs l'année dernière et j'ai gagné 1000 francs aujourd'hui, ma croissance est carrément de 100%. Mais celui qui avait 1 milliard l'année passée et qui a seulement gagné 1 million aujourd'hui, qui se retrouve à 1 milliard, 1 million, sa croissance est plus faible que la mienne. Sauf qu'en termes comptables, il est beaucoup plus riche que moi. Ce n'est donc pas parce que vous avez 4%, 5%, etc. que vous êtes forcément nanti. Le deuxième élément, la deuxième problématique, c'est que cette croissance-là ne profite pas aux Camerounais. La croissance, elle est menée par les instances étrangères qui investissent chez nous et rapatrient l'essentiel de leurs biens. Si Paul-Éric King a été mis en prison en 2008, c'est parce qu'il avait dénoncé la malversation de la PHP. Il y en a beaucoup actuellement. Aujourd'hui, voilà, on a, en tout cas, ça continue. Et on a même une troisième problématique sur cet élément, c'est que tu ne peux pas dire d'un côté qu'on est dans une logique de croissance, alors que d'un côté, les choses sont en train de se gâter. La Cameroon Development Corporation, la CDC, qui regroupe un contingent d'entreprises parmi les entreprises principales pourvoyeurs de recherche dans la nation, c'est le deuxième producteur après l'État. Il y a par exemple les entreprises de bananeurs, vous avez la banane Makossa, la banane Del Monte, vous avez le caoutchouc, le thé, en fait les produits, enfin les denrées, les produits de rente que commercialise le Cameroun à l'extérieur. Bon, elle regroupe à peu près tout ça, parce que l'État, c'est un pays hors sujet bien sûr, l'État est le premier employeur. Et après il y a ceux-là qui emploient et qui faisaient vivre la région anglophone. En plus du fait déjà que ce sont souvent, le plus souvent les étrangers même qui sont les principales têtes de ces structures, de deux,
avec la problématique que nous avons actuellement, la crise anglophone, ils sont en train de perdre énormément leur marché. Le DG de la CDC disait justement l'année dernière que on est en train de perdre, c'est-à-dire des parts de marché colossales. Il disait qu'il y avait à peu près 20 000, 22 000 emplois qui étaient en danger. Il y avait un déficit de 19 400 tonnes de production déjà à la mi-2018. Il y avait, voilà, toutes ces problématiques-là et on ne comprenait pas que Monsieur Paul Tazon dise que, en janvier, là, il y a quelque temps, dise que le chômage a reculé de, enfin, que le chômage a reculé de 3%. Donc, pendant qu'il y a des problématiques là-bas, le chômage, lui, il recule quand même. Pendant que des gens, la principale structure pourvoyeuse d'emploi après l'État, a des difficultés, on nous dit que le chômage a quand même reculé. Bref, on ne comprend pas trop où on veut en venir, ça va dans absolument tous les sens. Parce que dans ce gouvernement, là où Paul Biya dit promouvoir l'emploi, où Paul Biya dit promouvoir les jeunes, il y a un déficit d'incitation à l'entrepreneuriat. On va y revenir tout à l'heure, mais brossons d'abord les mesures qu'il disait. Il dit, voilà, il y a plus de 4000 projets qui ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie et tout. L'État a fourni, enfin, les différents ministères, en fait, c'est très vague, c'est très évasif. Les différents ministères ont fourni des efforts en faveur de la professionnalisation et tout. Et voilà, il dit que c'est un peu ça. Il dit que le plan triennal spécial jeune est quelque chose qui doit bénéficier à 600 000 personnes, mais enfin, 4 000 ou 40 000, ou je sais pas, sur 600 000, c'est assez dérisoire. Déjà que 600 000, c'est pas grand-chose sur les 15 à 18 millions de jeunes que compte la République. On est en 2019, le plan triennal élaboré au soir du 10 février 2016 et dans l'échec total actuellement, il regroupait il y a à peu près 900 millions qui étaient débloqués, en tout cas pour justement, enfin 4 milliards qui étaient débloqués, je sais plus trop, enfin plus, ouais, une somme assez colossale qui était débloquée pour justement accompagner les jeunes à l'insertion professionnelle et à l'initiative privée. Cela n'a pas été fait jusqu'ici, mais il dit que le plan triennal, en fait, il dit que des efforts seront faits pour justement encourager le développement dans ce sens. On n'a pas trop compris parce que le plan triennal, justement, le plan triennal, il a touché à sa fin. Le plan triennal, les 3 ans sont écoulés. Le bilan du plan triennal, c'est qu'il est inexistant. Les seules choses qu'on a réussi à créer, c'est des petites coopératives bureaucratiques qui ont permis à des gens qui étaient dans l'ombre de sortir un peu de l'ombre parce que l'oncle, le cousin étaient dans telle ou telle structure et qu'on a justement utilisé une partie de ces fonds pour leur donner un rôle, même s'il est purement bureaucratique et inutile, parce qu'autrement, il n'aurait servi à rien. Voilà, le décaissement d'ailleurs de cet argent était puisé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, alors que c'était un programme qui se voulait à fond spécial. Donc en fait, on ne sait pas trop où le gouvernement va, c'est-à-dire pour comprendre le Cameroun, si on t'explique le Cameroun et que tu l'as compris, c'est que tu es du RDPC, autrement c'est impossible. Ça va dans absolument tous les sens. On vous dit plan triennal, mais on vous parle de ce plan triennal après les 3 ans. Bon, s'ils veulent renouveler, qu'ils disent qu'ils vont renouveler le plan triennal, qu'ils fassent un plan quinquennal ou un plan sur la durée ou un plan sur la décade, comme le fameux DSCE, même s'il est hors sujet. En Allemagne, en 2000, le président Gerhard Schröder, le chancelier, avait élaboré ce qu'ils appelaient die Agenda 2010, l'agenda 2010, où on avait dit voici les réformes que nous allons mettre sur pied d'ici les 10 printemps qui nous attendent. Et aujourd'hui, la grande croissance économique de l'Allemagne est attribuée en majeure partie justement à cette coalition-là, le SPD et les Verts, Bündnis 90 Die Grünen, c'est comme ça qu'ils s'appellent, en tout cas l'Alliance 90, les Verts, et qui avait fait la coalition avec le SPD, le parti de Gerhard Schröder, pour élaborer ces mesures, ce qu'ils appellent aujourd'hui les indemnités de chômage, le Arbeitslosengeld II, ou encore en abrégé Hartz IV, est l'une des principales réformes pour les allocations de ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont justement octroyées à ces gens-là, et plusieurs petites mesures économiques d'incitation à l'initiative qui ont permis à l'Allemagne, malgré le passé et les dévastations causées par la guerre, malgré le passé de l'Allemagne divisée, de retrouver une cohésion nationale et de dominer l'échiquier européen du point de vue de l'économie. En fait, on voit la matérialisation des mesures, parce qu'elles étaient concrètes, elles étaient détaillées, elles n'étaient pas de grandes phrases qu'on balance comme ça, parce que comme c'est très beau, dans la langue française, on les dit comme ça aux citoyens pour les charmer.
Le président officiel, Paul Biya, le président qui n'est pas légitime du tout parce qu'il a triché, bon, on est obligé, j'espère qu'on va pas nous tirer dessus parce qu'on a dit ça, on a quand même le droit de le dire, même si c'est en plein Yaoundé. On a des éléments factuels qui le disent. Bon, on ne va rien casser ou... Enfin, on n'est pas dans cette logique-là, on présente les faits. En tout cas, ce président-là, il justement procède de cette façon dans une abstraction absolue. C'est ça qui me ramène au domaine de la fiscalité dont je voulais parler tout à l'heure. Parce qu'il dit déplorer le fait que des gens qui ont terminé en tout cas une bonne formation sont obligés d'embrasser le chômage ou pour éviter le chômage d'embrasser des métiers sous-évalués. Il dit que c'est pourquoi j'invite le gouvernement à prendre de grandes mesures pour relancer l'économie, c'est-à-dire voilà c'est en fait c'est très intéressant et il dit aussi d'appeler les économies de toute origine à venir investir dans notre économie. Le même qui a dit aux Italiens venez investir mais partez avec, le même dit encore bon on va les appeler à venir. Bon, cette fois, je ne sais pas s'il va leur dire de garder en tout cas les fonds sur place ou encore il va leur dire de partir, mais bon, ça c'est très évasif. Ce qui est concret, c'est que dans l'initiative privée, vous êtes incapable, c'est d'ailleurs vous avez toutes les peines du monde à définir, en tout cas à réaliser votre projet. Monsieur Leango, là, le jeune et très talentueux analyste politique des questions géostratégiques, l'a dit aujourd'hui sur le plateau de droit de réponse. Il disait, on a déjà un problème énorme de fiscalité, c'est-à-dire on vous met les bâtons dans les roues à un niveau pas possible lorsque vous avez un projet et que vous voulez le réaliser, c'est-à-dire la question des impôts est une épée de Damoclès sur votre tête où vous vous dites mais comment? Mais comment est-ce que je fais? C'est-à-dire, les impôts déjà vous coupent vous coupent la ressource financière du pied et vous avez du mal à investir. Il y a déjà cet élément. Il y a encore l'élément que le Cameroun a signé les APE en 2016. C'était le 4 août où déjà on a un déficit de production parce que Paul Biya et consorts, ils ont l'habitude de déplorer le fait que c'est ce que Monsieur Paul Tazon déplorait, notamment le fait que la chute des cours du pétrole ont causé du tort à notre économie. Et voilà des gens qui disent on doit éviter de dépendre de l'extérieur, mais qui disent dans la même logique la chute des cours du pétrole nous a mis dans une situation compliquée. On doit sortir de la pétrodépendance. Vous ne pouvez pas avoir tout ça, vous ne pouvez pas avoir toutes ces potentialités naturelles, la bauxite, l'or, le diamant, le manganèse, le cuivre et tout, et à être dans l'incapacité de produire localement, d'extraire localement, alors qu'il y a des ingénieurs et des gens hyper talentueux, très entreprenants, qui ne demandent qu'à être financés pour justement réaliser ces éléments-là. Mais le déficit de confiance instauré par le prétendu gouvernement envers ses propres citoyens a créé une situation dans laquelle on s'est contenté de continuer d'importer, dont on ne veut pas promouvoir dans les faits, pas dans le discours, l'entrepreneuriat local. On ouvre les vannes du marché camerounais aux entreprises étrangères qui vont donc déverser en masse leurs produits et qui vont faire énormément de mal aux Camerounais et aux producteurs camerounais. C'est ce qui arrive actuellement, que ce soit avec les Européens ou encore pire avec les Chinois. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le sempiternel problème du franc CFA que beaucoup oublient et que beaucoup pensent que nous avons oublié. Or, il est omniprésent. Tous les combats se mènent, tous les combats sont parallèles et on n'est pas dupe, on ne va pas oublier ce qui a mené notre combat bien avant cette histoire de campagne électorale. Le problème avec le franc CFA, c'est que dans la logique de la conservation de la parité qui lie le franc CFA à l'euro, vous devez toujours vous arranger à ce que vous, les Africains, quel que soit votre investissement, le franc CFA soit toujours plus ou moins égal à 655, enfin à 1 euro pour 655 francs CFA. Pour que cela reste, on vous oblige à contenir l'inflation. L'inflation signifie une prolifération de la monnaie qui conduit à une forte disponibilité de la monnaie liquide, mais une faible production. Donc, la demande devient supérieure à l'offre et du coup, il y a une exacerbation, une hausse des prix incroyable parce que quand j'ai 2 tomates et qu'il y a 10 personnes qui veulent les 2 tomates, bah forcément, si je les vendais à 50 francs, je vends une tomate à 200. Et ainsi de suite. Comme on ne fait pas confiance à l'entrepreneuriat privé, on a mis des clauses dans cette logique de franc CFA. Quand les gens disent que non, il n'y a pas de blanc dans les conseils d'administration, bon, ils sont pas là physiquement, mais on n'est pas dupe, c'est Paris qui décide de comment sera géré le franc CFA. Et donc on dit aux banques commerciales, vous n'allez pas dépasser les 20-23% d'octroi de crédit aux entrepreneurs
privé. Lorsque vous avez atteint ce ratio, même si le projet d'un Camerounais est de créer le ciel sur terre, vous ne le lui accordez pas. Parce que comme on n'a pas confiance aux investisseurs camerounais, on ne veut pas qu'on leur donne de l'argent, ils ne produisent pas et on se retrouve avec beaucoup d'argent en circulation, mais peu de création de richesse, ce qui va donc aboutir à cette inflation et qui va conduire à ce qu'on dévalue le franc CFA, parce qu'il faudra beaucoup de francs CFA pour acheter peu de choses et donc il faudra justement que cette monnaie la perde en valeur par rapport aux monnaies internationales, notamment l'euro auquel il est arrimé. Donc ces éléments comme ça, les APE, l'incitation, enfin la difficulté de crédit, ils appellent ça le ratio crédit PIB. C'est-à-dire si le PIB est de 100 millions, 100 milliards de dollars, vous ne devez pas prêter à plus de 20 milliards de dollars. Bon, déjà le PIB n'est pas de 100 milliards de dollars au Cameroun. Vous imaginez la faiblesse justement des 20%, des quelques 25 à 30 milliards de dollars que font notre PIB. On a un PIB qui est près de 3 fois inférieur à la fortune personnelle de Bill Gates. C'est incroyable. Un pays faible économiquement, faible partout, et qui fait tout sauf prendre les mesures qui vont lui permettre d'émerger. Mais nous avons un président, entre guillemets, qui nous dit on est le fer de lance de la nation. Il vit dans un Cameroun parallèle, il vit dans un Cameroun qu'il s'est créé, il vit dans un Cameroun qui existe dans sa tête. Quand on parle de légitimité, il ne s'agit pas seulement de la question électorale. La légitimité vient aussi de la capacité d'un dirigeant à réaliser les rêves de ses citoyens. Vous pouvez même parfois être constitutionnellement élu, mais vous perdez justement le mandat citoyen parce que vous n'accomplissez pas la mission pour laquelle on vous a envoyé. Si Paul Biya était aussi discipliné dans l'élaboration des réformes économiques qu'il l'est dans la répression des libertés, s'il avait autant surveillé les chantiers de la CAN comme il a surveillé Maurice Kamto partout dans ses déplacements pour envoyer les forces de l'ordre l'arrêter, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Parce qu'on dit le président Paul Biya ne peut pas être partout, il délègue. Ce sont les autres qui font pas bien et qui font de faux rapports. Bon, comme ils font pour ne pas aller surveiller les chantiers d'un énorme stade que la CAN, que le stade d'Olembe ou le stade de Japoma à Douala ou le stade de Bafoussam, que tout le monde peut voir, c'est un énorme complexe, comme il fait pour ne pas y aller, mais il sait quand même où se trouve la minuscule maison d'Albert Njong, en quelque part perdue dans Douala, Ange Raphaël, Douala, Guinness. En fait, c'est ça la discordance dans la méthode, l'irrationalité dans le modus operandi qui nous pousse à nous poser des questions. Donc, l'argument selon lequel le principal motif d'une entité comme celle-là, c'est la conservation de son pouvoir dans le siège de Machiavel, bah, il est total, il est absolument parfait. C'est comme ça, c'est ce à quoi nous avons affaire actuellement. Et justement, la raison pour laquelle ils ont du mal avec la logique argumentative et la raison pour laquelle nous n'avons aucun intérêt à utiliser la violence, bah déjà, on n'est pas puissant, on n'est ni armé, ni rien, on n'a que nos paroles, on n'a que nos arguments. La raison pour laquelle il faut continuer à le faire, c'est parce que justement, on a compris comment il fonctionne. Il y a un livre que l'écrivain américain Robert Greene a écrit en 2010, c'est-à-dire, il dit, voilà, les 33 mesures pour la guerre, enfin, je me souviens plus très bien du titre, en tout cas, les 33 méthodes guerrières, enfin, les 33 mesures de la guerre, bon, le titre m'échappe, mais en tout cas, c'est le seul livre que Robert Greene a écrit en 2010, de toute façon, ça va me revenir au fil du temps. Il dit, l'ennemi, en tout cas l'une des méthodes, enfin, il met en garde contre le fait d'attaquer en premier. Il dit, n'attaquez jamais en premier. Parce que quand vous attaquez en premier, vous divulguez votre vulnérabilité et vous vous rendez, vous mettez dans une situation d'impossibilité d'action. Le président Paul Biya, président officiel avec ses forces de l'ordre, ont tapé en premier dans la crise anglophone et on a vu comment ça les a rendus faibles. Ça a rendu énormément l'État faible. Le président officiel Paul Biya a encore tapé sur des gens qui manifestaient pacifiquement. Bref, dans la logique de je n'apprends jamais des leçons du passé. Je ne peux pas dialoguer, je ne sais pas parler, je veux seulement taper. Soit on est d'accord avec moi, soit je tape. Ça va toujours conduire à radicaliser les opinions. Pas moi, pas l'autre, parce que bon, moi je ne suis jamais... Moi je reste dans une logique républicaine, quoi qu'il arrive, mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont des ressentis et qui cherchent simplement un prétexte pour agir dans ce sens-là, et pour agir dans le même sens que le sens dans lequel la répression
exercer contre eux. Vous tapez, à un moment donné, ils se disent, mais arrêtez de nous taper, nous aussi on tape en retour. C'est ça qui fragilise l'État, c'est ça qui crée tous les foyers de tension qu'on a actuellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Cameroun, on a l'impression que c'est Paul Biya contre tout le monde. Paul Biya contre les Bamileke, Paul Biya contre les anglophones, Paul Biya contre maintenant les francophones, Paul Biya contre le MRC, Paul Biya contre la diaspora, Paul Biya contre la brigade anti-sardinard, Paul Biya contre les avocats, Paul Biya contre Maurice Kamto. En fait, ça ne peut pas bien finir. On est contre tout le monde, or on prétend prôner la cohésion sociale. Tout le monde se retrouve dans la difficulté de s'exprimer parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire et qui va lui coûter la répression, l'incarcération ou alors des balles dans les jambes. Ça devient un peu compliqué. Donc, c'est ça. Et lorsqu'on a des mesures à dire, lorsqu'on a des mesures à prendre pour les citoyens, on doit leur parler de manière factuelle, pas de dire, comme il a dit, 5000 emplois seront créés en 2019. 500 000 emplois seront créés en 2019. Attends, 500 000 emplois. Dans quoi? Dans quel domaine? Tant que vous n'avez pas résolu le problème du rationnement du crédit, cette histoire de franc CFA, vous aurez du mal à créer 500 000 emplois par an. Il faut arrêter de mentir aux citoyens camerounais. Parce qu'en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis et tout, on emprunte à près de 100%, voire plus du produit intérieur brut. C'est ça qui leur permet de se développer comme ça. La dette américaine est à près de 19 000 milliards de dollars. C'est presque l'équivalent du produit intérieur brut. La dette de la France est de 2200 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est aussi l'équivalent du produit intérieur brut. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, dans un pays, vous dire, bon, non, on va contenir l'inflation tous azimuts. Et voilà, on va éviter de rationner le crédit, on va éviter d'accompagner les investisseurs à hauteur d'un certain pourcentage qui est loin de la moitié, c'est-à-dire du quart, et pensez que vous allez créer. Mais vous allez les créer où? Il faut des inputs financiers, il faut des incitations réelles. Il y a des reportages, vous voyez des jeunes partout dans le Cameroun qui disent j'ai tel projet, on a besoin de machines, on fabrique des parpaings, on a besoin d'appareils, on fabrique, on veut créer des grandes concessions agricoles, on a besoin d'un accompagnement de l'État avec et le matériel, genre les tracteurs et la formation qui va avec. Et après, vous avez un gouverneur qui vient ou un ministre qui vient vous faire un discours dans le village quand les élections approchent et après il disparaît. Quand il a eu son vote, quand il a eu ses élections, il ne revient pas. Mais après on vous balance comme ça que non, vous allez, on va vous créer 500 000 emplois en 2019. Non. Donc pour la suite, en fait, vers la fin, Paul Biya dit que il dit que nous allons il a parlé des centres de formation socio-professionnelle, notamment qui seront créés, dans la ville de Yaoundé, qui dit par exemple, voilà, il appelait ça institut des formateurs, institut de formation des formateurs et de développement de programmes d'insertion ou je ne sais pas quoi, quelque chose dans le genre pour Yaoundé. Bon, si c'est créé, en tout cas on attendra. Il a dit qu'il y a déjà des structures de formation qui ont été créées à Douala, à Limbe notamment. Donc, on attend de voir. On est le 10 février 2019. On va réécouter en tout cas son discours, on va enregistrer, on va prendre des phrases, on va souligner, on va mettre en gras, on va les accrocher quelque part, on va attendre dans un an s'il est encore là. Parce que ça, on ne sait pas, beaucoup de choses peuvent changer. Peut-être que notre action contre le hold-up peut fonctionner, je ne sais pas. Peut-être qu'il va accepter de recompter les voix et on va se rendre compte que oui, c'est Maurice Kamto qui avait bel et bien gagné. Voilà. Paul Biya termine en disant que les années n'ont pas été faciles du point de vue de l'économie et de la sécurité. Oui, le paradoxe des pays organisateurs dont parlait Charles Atébé en 2008, c'est-à-dire on vous dit quelque chose aujourd'hui et après on vous dit le contraire de cette chose juste après. La sécurité, oui, ça n'a pas été, la sécurité de toute façon, l'économie de toute façon, mais si l'économie n'a pas fonctionné, il ne peut pas dire, en fait, l'absence d'autocritique à laquelle on a eu droit tout au long de son discours nous laisse un peu sans voix parce qu'on se dit, mais comment c'est possible qu'il ne se soit pas rendu compte justement depuis le début qu'il y avait énormément de choses qui ne fonctionnait pas parce que les calculs gouvernementaux étaient faussés, pour qu'il n'a pas dit que le document stratégie pour la croissance et l'emploi était un échec total, pour qu'il n'a pas dit à la population, bon, je reconnais, c'est un mea culpa, et ne soyez pas naïfs, ce n'est pas parce que je donne un slogan avec des gros mots que ça veut dire que ça fonctionnera, il faudra bien plus que ça, ne soyez pas, pour qu'il n'a pas reconnu, en tout cas déjà un aveu en disant, j'ai essayé, mais je me suis trompé, il y a beaucoup d'endroits, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part.
Vous ne pouvez pas tout bien faire et ça ne fonctionne pas. Si vous démarrez une voiture et qu'elle ne roule pas, c'est que quelque chose ne va pas, même si vous avez tout vérifié. Il y a une raison pour laquelle la voiture ne roule pas. Elle ne roule pas pour rien. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si elle ne roule pas, c'est parce que quelque chose s'est passé et qui empêche justement cette voiture de rouler. Si le Cameroun n'a pas atteint ses objectifs de croissance, c'est parce que les principaux jalons qui ont été mis sur pied par l'appareil étatique étaient des faux. Il n'y a aucune économie dans les APE quand les autres font du protectionnisme. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que les États ont créé, enfin il appelait ça des égoïsmes nationaux. Ne soyez pas égoïste, on vous traitera de naïf, c'est simple. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. C'est ce que nous enseigne la fable du corbeau et du renard. Le corbeau naïf, en se disant que le renard m'aime beaucoup, ouvre son bec parce qu'on lui a dit que vous avez... Enfin, il pense qu'il a une belle voix. C'est les gens de La Fontaine dit le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. » Le Cameroun, donc, pour montrer sa belle voix, s'est levé et a dit aux autres « Bon, j'ouvre les vannes, les APE, rentrez. » Et après, elle se rend compte que déjà, le traité transpacifique avec le Japon et les îles de l'océan Indien a été désamorcé par Donald Trump juste après son élection. Le traité de partenariat économique, le TTIP, le Transatlantic Trade and Investment Partnership, entre l'Europe et les États-Unis, a aussi été mis en stand-by parce que les Européens, notamment les Allemands, n'étaient pas d'accord avec son mode de fonctionnement. La LENA aussi, avec l'Amérique du Sud, est énormément questionné. Et au Cameroun, pendant que les autres pays de la sous-région avaient refusé, le Cameroun il y va, il ne questionne pas pendant qu'on a eu une énorme mouvance dans le processus de sortie citoyenne du franc CFA, où justement c'était citoyen, on n'a rien cassé, on s'est levé, on a parlé. Bon, les gens n'ont rien dit, Paul Biya non plus n'a rien dit, parce que bon, le franc CFA est une très bonne chose. On est donc resté dans le franc CFA, ou du moins, même une réforme institutionnelle, même une hausse des crédits, on n'a pas eu, même une hausse, en tout cas, ou du moins une baisse du ratio de fonds qui sont déposés auprès du compte d'opération, on n'a pas eu. Et le Cameroun s'est retrouvé toujours dans la problématique qui est la sienne aujourd'hui. C'est comme la voiture qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème. Vous êtes malade parce que vous avez un problème. Casser le thermomètre, rien n'y fait. Le thermomètre, en tout cas, n'est que l'indicatif du fait que les choses ne se passent pas bien. Et même si vous le cassez, rien ne... Enfin, ce n'est pas ça qui va faire remonter votre température. Le thermomètre ne fonctionne pas et donc il ne fonctionne pas. Et il n'y a rien à faire. Il ne fonctionne pas. Cela ne dépend pas du fait que vous ayez... votre température est élevée, cela ne dépend pas du fait que le thermomètre soit cassé ou pas, vous êtes malade, aussi simple que ça. N'ayant pas mis sur pied les réformes qui ont permis au Cameroun d'émerger, le Cameroun n'a pas émergé justement, et là il dit, bon, le Cameroun connaîtra quand même son émergence, il dit, j'ai espoir en vous, j'ai espoir en la jeunesse, nous allons continuer à poursuivre ce que nous faisons, nous allons marcher sur la bonne voie. Paul Biya doit se poser la question, pourquoi le Camerounais lambda n'écoute pas mon discours? Pourquoi quand je parle ou quand on dit aux citoyens de la rue, qu'est-ce que tu attends du président? Le citoyen de la rue dit, je ne vais pas écouter le discours, ça ne m'intéresse pas. Il doit comprendre et faire cette autocritique là où il doit se dire, mais non, je ne travaille pas bien, ce que j'ai fait l'année dernière n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un qu'on a interrogé à Douala qui a évoqué justement la question du métro et du TGV. Déjà que Paul Biya fait croire aux populations au Cameroun qu'on se développe parce qu'on a le métro et le TGV, ce que fait le Sénégal actuellement est un non-projet. On ne met pas le métro et le TGV quand on n'a pas encore résolu toutes les questions d'eau, d'électricité. Non, non. Le développement fonctionne selon l'IDH, c'est-à-dire le Human Development Index, l'indice de développement humain. Tant que vous n'avez pas ça, vous aurez beau construire des immeubles et vous serez toujours sous-développé. La Chine est qualifiée de puissance moyenne malgré toutes ces belles villes parce que le revenu moyen d'un Français, d'un Allemand est de loin supérieur au revenu moyen d'un Chinois actuellement. Donc même si vous allez à Shanghai et à Shenzhen et que les villes sont très belles, la Chine vous dit, Xi Jinping, le président, vous dit, j'ai encore énormément de travail à faire parce que le chinois, le revenu moyen, est encore très bas. Il n'est pas encore conforme à ce que doit être un pays développé. Et même si la Chine a aujourd'hui le plus grand ratio de milliardaires, en France, par exemple, il n'y en a que 39, mais en tout de millionnaires et de milliardaires, parce que c'est, en tout cas, en termes de proportion par rapport à sa population, le chinois quand même est encore dans cet état-là où il y a beaucoup de problèmes. L'est de la Chine est très développé, mais l'ouest
est très rural, beaucoup plus enclavé. L'Est regroupe toutes les grandes zones, les grandes agglomérations urbaines, Shanghai, Macao, Shenzhen, Shenzhen, Hong Kong et consorts, même la Chine, République de Chine, Taïwan et consorts. En fait, voilà, il y a encore énormément de défis dont vous aurez le métro, le TGV, ce que vous voulez, tant que votre travail, votre revenu moyen n'est pas conséquent, tant que justement l'insertion sociale, l'éducation, la santé et tous ces éléments-là ne sont pas conséquents, tant que les dirigeants se font soigner à l'étranger, vous êtes un pays pauvre, malgré vos belles villes, malgré votre déficit infrastructurel. C'est plus ou moins le problème dont souffre aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Elle fait d'énormes progrès par rapport au Cameroun en tout cas, mais ça reste un pays en tout cas avec un genou à terre, même si elle atteint des excédents commerciaux, parce que déjà les calculs commerciaux sont basés sur la commercialisation du pétrole, de la noix de cajou, de l'EVA, de ces denrées-là qui permettent plus ou moins, enfin par chance, parce que les prix sont encore conséquents sur le marché international, ça permet au pays de se développer. Donc déjà, premièrement, Paul Biya promet en 2011 le TG, enfin le tramway, qu'il ne réalise pas. Et déjà, le simple fait de promettre le tramway quand la ville de Douala ou de Yaoundé n'a pas de plan d'urbanisme, quand il n'y a pas d'accès d'eau, quand il n'y a pas de véritable tissu économico-social qui donne une idée de là où va le Cameroun. Quel est le projet politique de Paul Biya? Quel est le projet politique du RDPC? Émergence 2035 ne veut rien dire. C'est-à-dire, un projet politique, ça veut dire, je sais pas ce qu'on peut appeler un plan justement quinquennal, un plan sur une décade comme le fameux DSCE, mais on élabore toute la politique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une intervention, on parle de ce programme-là, et à chaque fois qu'on fait une sortie, on dit voici le niveau où nous nous trouvons. On va visiter les chantiers, on dialogue avec les populations, on dit enfin on écoute leurs doléances, on écoute les ansons, on n'attend pas des dates officielles, c'est-à-dire si le président Amadou Ejo n'avait pas décidé en 1966 d'instaurer la fête de la jeunesse, Paul Biya n'aurait pas parlé aujourd'hui. Il aurait attendu le 20 mai. Vous aurez écouté un président qui prétend vouloir l'émergence ne s'exprimer que lors de la fête nationale. Il ne s'exprime que lors des événements officiels. Si un président absent, en fait, on peut mettre une sorte de système informatique à la Michael Knight et laisser le système informatique s'exprimer à la place de Paul Biya, parce qu'en tant que personne, il n'est pas là. Il ne réalise pas c'est-à-dire le déficit de chaleur qu'il y a entre un président physiquement présent et la pression même qu'il exerce auprès des travailleurs s'il est physiquement présent sur un projet. Donc il n'est pas là, il ne surveille rien et donc ça ne fonctionne pas. Il surveille seulement les déplacements de Maurice Kamto pour aller le tabasser. Il sait où se trouve Michel Ndoki pour lui tirer dessus et ainsi de suite. Mais dans ce qu'il faut surveiller, il n'est pas là parce que l'obsession est une seule et unique, je veux conserver mon pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé Transparency, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fraudé, c'est d'ailleurs pour ça que on a voté plusieurs fois, j'ai chassé les gens dans les bureaux de vote, c'est pour ça que j'ai interdit les conférences et tout. Mais là où on a besoin de moi, la raison pour laquelle j'ai été nommé, pour laquelle je suis là où je suis actuellement, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt à réaliser cela. Et c'est cette problématique-là que nous avons actuellement. Il va finir en disant « Je suis déterminé à mener avec vous notre projet commun ». Mais lequel? Dans le processus démocratique, lequel? Quand on se fait tirer dessus parce qu'on est allé marcher pacifiquement. Et quand on réussit à créer une population de zombies qui cautionne le fait qu'on ait tiré sur quelqu'un parce qu'il a marché, figurez-vous. Vous êtes allé marcher, on vous tire dessus. Quelqu'un ne se contente pas de dire que bon, on avait raison d'interdire ou de vous chasser. Il dit non, on avait raison de vous tirer dessus. La sanction quand on va marcher, c'est une balle dans les jambes. C'est-à-dire, si tu n'es pas offusqué par cette réalité, sous prétexte que tu es du RDPC ou que tu n'aimes pas le MRC, c'est que tu es un zombie, rien de plus. Parce que rien ne justifie. Dans aucun pays, dans aucun état, sous aucune forme de considération humaine, rien ne justifie que des balles soient introduites. Que ce soit des flashballs, des balles en caoutchouc, des balles en je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est encore un débat hors sujet, dans la conformité des débats hors sujet dans lesquels on a introduit les Camerounais. On ne tire pas sur un citoyen parce qu'il est allé marcher. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Quand ça existe, c'est réprimé. Et les policiers qui ont fait ça ne seront pas traduits devant la justice. En fait, c'est un pays où plus le crime est grand, plus vous êtes, je sais pas, soit promu, soit moins vous êtes inquiété en tout cas. Vous allez marcher, c'est le plus grand des crimes.
on vous tire dessus, on vous emprisonne. On vient vous chercher dans un hôpital, vous êtes blessé et on vous emprisonne. Vous volez, vous détournez 500 000 ordinateurs, vous êtes promu ministre d'État. Vous allez chercher des brigands d'un asile de fous, vous êtes conforté dans votre poste de ministre de l'administration territoriale. Vous mentez, vous êtes au ministère de la communication. Vous mentez encore, vous passez de la communication à l'économie. C'est incroyable. Vous dilapidez les fonds alloués à la CAN, etc. Mais vous avez quand même, enfin, vous restez à vos postes et vous avez même l'outrecuidance de juger ceux qui se sont contentés de marcher pacifiquement. Parce qu'on dit que le plus grand danger du Cameroun actuellement, c'est la marche pacifique. Donc, les autres sont toujours méchants. Les autres font mal, les Bamileke font mal, ce sont des tribalistes, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Le MRC fait mal, il est descendu dans la rue et il a saccagé les ambassades à Berlin. Tout le monde fait mal, la société civile fait mal, c'est-à-dire, voilà, même la fille de 6 ans de Valsero fait mal parce qu'on l'a arrêté devant sa fille, on l'a laissé sa fille, on l'a abandonnée. On a aussi arrêté celui qui accompagnait sa fille, on a encore laissé la fille abandonnée. C'est ça l'état de droit à la camerounaise. Et donc, il y a un habillage dans un discours comme celui que nous avons de Monsieur Paul Biya aujourd'hui qui vous dit qu'en fait, ça n'a pas été facile, mais tout va bien, c'est en train d'évoluer, on va aller progressivement dans la suite des événements. Il ne nous dit pas ce qui va advenir des malversations qui se sont passées, dont ils ne seront donc pas sanctionnés, ceux qui ont dilapidé les milliards de la CAN. On ne sait pas la prochaine étape sur la crise au nord-ouest et au sud-ouest, parce que dans sa tête, les anglophones sont toujours les méchants. Je ne sais pas si c'est l'âge et la sénilité qui le poussent à considérer les choses comme ça, mais quand on connaît la genèse du problème, on tire des leçons de l'histoire et on arrive juste, enfin, on ne recommence pas exactement ce qui a causé la crise anglophone. Imaginez que les anglophones étaient, les francophones, on va les appeler comme ça, étaient aussi, enfin, dans la même logique de hargne et de revendication populaire par la violence. Imaginez qu'à la suite des tirs, les francophones aussi étaient descendus dans la rue et avaient décidé de mener la guérilla. Le Cameroun serait où actuellement? Les gens seront en train de tirer sur la population sera en train de tirer et de tuer, de décapiter les militaires. Ce serait le chaos absolu et il n'y a qu'un seul perdant, le Cameroun. Même si vous, Igor, même si vous avez gagné une guerre, comme vous avez perdu des membres, sache que c'est vous les perdants. Sache que vous êtes autant perdants que les perdants eux-mêmes, parce que ce sont des compatriotes qui sont morts. Si on tue, enfin, imaginez, on assassine Paul Biya ou on assassine Michel Ndoki, pour moi, ça revient au même. C'est deux Camerounais qu'on a assassinés. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne chose pour le Cameroun. Deux Camerounais ont perdu la vie, donc je ne vais pas dire ah, on a assassiné Paul Biya, donc je suis content. On a assassiné Atanganji, je suis content. On a assassiné Maître Ndoki, je suis triste. Non, l'un comme l'autre, ça renvoie à exactement la même idée, le Cameroun perd. Et dans une logique de guerre interne, de guerre civile, le principal gagnant, c'est celui qui vend les armes et oppose les deux parties les unes envers les autres. Sauf que la problématique du Cameroun actuellement, elle est mal ficelée. La présentation du mal camerounais actuellement, elle est très mal organisée par ceux-là qui sont, enfin, qui justement ne veulent pas laisser le pouvoir à d'autres, qui veulent continuer à exercer, mais qui brillent hier comme aujourd'hui par leur incompétence à résoudre justement les problèmes comme on est dans la logique de ce qui devrait être. Donc voilà le décryptage que j'avais à faire du discours du sieur Paul Biya et bon évidemment je ne peux pas tout dire, j'ai pas fait une capture d'écran de son discours ou alors je les réécoute pas en replay, mais en tout cas grosso modo la lecture que j'avais à faire dessus, certains ont forcément une lecture différente, certains ont forcément une lecture supplémentaire sur certains éléments que j'ai oubliés, mais il est important de revenir dessus, en tout cas, en tant que citoyen, d'utiliser les réseaux sociaux si à bon escient pour qu'ils ne nous traitent pas de barbares et je sais pas trop quoi. Ce sont certains intellectuels qui le défendent et qui utilisent les mêmes réseaux sociaux pour amener les gens à se détester. Or, le réseau social est un moyen excellent de partager la connaissance, de partager la réflexion, de porter haut l'idée camerounaise, de porter haut l'idée de quelque chose qui a trait à la reconstruction, de donner goût aux gens justement à continuer de s'intéresser à la politique parce qu'elle est intéressante. La politique c'est le quotidien, la politique c'est moi, toi, lui, il, la politique c'est la banane, c'est le cacao, c'est l'avocat, c'est le maïs, c'est le riz, etc. La politique c'est que voilà, pourquoi est-ce que nous avons importé 400 000 tonnes de riz l'année dernière alors que nous pouvions produire du riz alors qu'il pleut énormément au Cameroun, un pays qui a près de 10 000 mm de
précipitations par an, l'un des taux les plus élevés du système solaire. Comment c'est possible? Voilà la politique. Et après l'interrogation, la politique, c'est la réponse à la question qu'est-ce que nous faisons pour endiguer cela? Et en quoi est-ce que l'État nous accompagne en quoi est-ce que l'État nous accompagne dans cette perspective? Donc voilà, c'est à ça que doivent servir les réseaux sociaux et c'est à ça que nous nous attelons. Donc il était important de revenir dessus. On retiendra donc que le document stratégique pour la croissance et l'emploi a été un fiasco total. Les sommes débloquées n'ont pas été, en tout cas, affrétées dans dans ce que ça devait donner. Les 600 000 jeunes qui devaient y en profiter, il y a moins de 50 000 jeunes qui en ont profité, c'est ridicule. On ne sait pas même dans quoi est-ce qu'ils en ont profité, on ne sait pas, on n'a pas vu dans les détails les emplois qui ont été créés, en quoi est-ce qu'ils ont servi. Le document stratégique pour la croissance et l'emploi est aussi un fiasco total. Il arrive à expiration après y avoir été totalement hors sujet sur ses objectifs de croissance, après y avoir continué à surfer sur le cacao avec les APE, avec la clause ratio crédit PIB du franc CFA. En fait, c'est le hors-sujet total. Et les instituts d'insertion professionnelle du Cameroun, encore, même s'ils ne sont pas mauvais, étant donné que c'est la priorité, parce que vous avez vu que dans les détails, c'est de ça que Paul Biya a parlé dans les détails. Mais lorsqu'il fallait parler d'agriculture, d'industrie, il disait de manière vague l'agriculture de seconde génération. Mais c'est quoi l'agriculture de seconde génération? Définis d'abord ce qu'était la première génération. Donne des chiffres. Comme Sankara disait, notre pays a besoin de consommer X tonnes de riz par an. L'année dernière, nous avons produit X tonnes de riz. Et cette année-ci, nous avons décidé de combler ce déficit en produisant X tonnes de riz. C'est pour ça que Macky Sall au Sénégal, l'année dernière, en tout cas, il avait prévu que pour 2018, on allait y aboutir à plus d'1 million de tonnes de riz pour le Sénégal dans le cadre du PSE, Programme Sénégal émergent. Parce qu'il disait, voilà, l'année dernière, on a produit tel ratio, il y a encore un déficit d'à peu près 500 000 tonnes dont nous allons combler, nous allons aller à 1 million de tonnes cette année et ainsi de suite. Même s'il n'atteint pas, au moins il y a des données chiffrées, il y a une sorte de suivi et même s'il a ses gros défauts, si j'étais sénégalais certainement, j'allais aussi le critiquer tout le temps, mais la vue externe nous donne en tout cas l'impression que voilà, il y a quand même un effort d'une sorte de transparence où on dit voici les données, voici l'état actuel, voici la visée et voici où on se trouve, voici comment on compte endiguer le problème. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Il vient de l'Institut d'études politiques de Paris. On parle bien, on parle avec de belles phrases, très peu de chiffres. Or, à un moment donné, le discours politique doit être scientifique. Le discours politique doit être économique. Si tu parles politique et que tu ne mentionnes pas de données, d'ananas, de chiffres, de dates dans ton analyse, c'est que tu es en train d'embrouiller la population. C'est que tu es en train de manipuler ceux qui t'écoutent. Donc, il est président. Enfin, il est président au forcing. Il compte y rester. Il est juste venu remplir une formalité parce que, bon, il a fini, ça va, il a lu son discours, on ne peut rien lui faire. Donc il va rester, il va retourner dans son village ou rester à Yaoundé au palais, c'est pas le pire endroit au monde, ou il va prendre l'avion pour la Suisse, je ne sais pas, hein, ou certaines personnes ont dit qu'il peut plus voyager, bon, ça ne dépend pas de moi, on verra ce que la suite donne, ce qui est sûr c'est que il l'a fini. Il n'est plus là, il a fini, vous le reverrez le 20 mai, il n'a plus aucun compte à rendre le 10 mai de l'année prochaine, s'il est encore là. Je lui souhaite en tout cas une très longue vie, même si je ne veux plus qu'il soit président l'année prochaine. Mais s'il est encore là, il reviendra et vous sortira un autre discours où vous ne ferez rien et ainsi de suite jusqu'à ce que le septennat soit écoulé. Et peut-être même qu'il se représente en 2035 quand il aura 103 ans. Son anniversaire, c'est dans 3 jours. Joyeux anniversaire par anticipation, Monsieur Paul Biya. Vous ne nous avez pas dit la vérité. Nous ne sommes plus dupes comme avant. Nous savons décortiquer la manipulation du discours politique parce que nous avons su nous servir des moyens de communication et d'information actuels pour analyser, sous-peser le ratio de véracité entre la réalité et la parole donnée. Nous nous sommes rendus compte que la parole dite n'a rien de factuel. Et voilà, nous allons continuer, en tout cas dans la logique citoyenne, comme vous l'avez demandé vous-même,
à continuer à réfléchir aux contre-arguments qui nous amènent à la révolution citoyenne, la vraie révolution citoyenne idéologique, non violente, pacifique, mais en tout cas très efficace dans justement la sanction par l'idée, la sanction par l'efficacité, la sanction par la qualité des mesures totalement hors sujet que vous avez prises dans la logique de conservation du pouvoir où les innocents sont jetés en prison, les coupables sont totalement indemnisés, totalement innocentés, n'ont aucun compte à rendre, un État hors sujet comme celui-là, cet État-là dont nous ne souhaitons plus. La jeunesse ne le souhaite plus. Il y a une raison pour laquelle les gens disent qu'ils n'écoutent plus le discours de Paul Biya. Il faut vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils le disent? C'est parce qu'il y a des aveux total, et ce n'est pas parce qu'on dit à une fille, tu m'aimes, qu'elle nous aime, alors qu'elle nous a déjà dit, je ne t'aime pas. C'est le cas de figure que nous avons aujourd'hui. Les choses ne vont pas bien, la jeunesse le dit, et ce n'est pas parce que vous dites, parce qu'on dit que les choses vont bien, que les faits commencent à mentir, les faits ne mentent jamais. Voilà le décortiquage du discours de Paul Biya que j'avais à faire. Je remercie tous les membres du quatrième pouvoir qui étaient présents justement et qui ont accompagné justement cette présentation. On se retrouvera peut-être sur cette plateforme dans les jours, les semaines à venir, lorsqu'on aura fait d'actualité aussi important. Voilà, le professeur Moros Kamtofi a un discours aussi. Je ne vais pas revenir dessus, en tout cas nous allons en discuter en conclave ici. Nous organisons, comme j'ai dit, une énorme conférence de presse MRC, une conférence MRC dans les jours qui viennent ici en Allemagne. Et bon, que tous ceux qui peuvent se déplacer soient présents, on va envoyer du lourd et on va justement vous inciter et à vous inscrire et à adhérer. Notez que le quatrième pouvoir n'est pas une plateforme MRC. Je crois que tout le monde, qu'il soit RDPC ou pas, a la possibilité de demander aux administrateurs du quatrième pouvoir la possibilité de faire justement un live sur le quatrième pouvoir pour présenter l'idée Paul Biya. Bon, je vous souhaite bonne chance dans cet exercice parce que c'est très compliqué. Le parti que vous défendez est absurde dans toutes les moindres molécules de son corps et rien que la mauvaise foi peut vous amener à défendre son idéologie sur une analyse de plus de 10 secondes. Donc, que ceux qui le veuillent et qui s'en sentent capables le fassent au nom du RDPC, je les encourage énormément, je me délecterai avec du popcorn et du Coca-Cola devant mon téléphone à y écouter, mais comme, voilà, nous, on pense qu'on a des choses à défendre et que nous, voilà, c'est factuel, c'est argumenté, c'est réel, on ne s'en prive pas et à chaque fois, moi, quand l'envie me prend, quand il y a un événement comme celui-ci, je demande la possibilité d'y intervenir. Je pourrais d'ailleurs le faire sur ma page qui ne souffre pas de visibilité, mais je le fais ici dans une logique d'universalité et j'invite tout le monde à y participer, qu'il soit RDPciste et consorts. C'est dans cet échange-là qu'on va prospérer. Loin de la haine tribale, loin de la manipulation, loin du vandalisme moral ou physique, loin du désordre de quelque manière que ce soit. La meilleure arme pour vaincre Paul Biya, pour vaincre le RDPC, c'est le verbe, c'est les mots. Quand les mots sont là, ils ne peuvent pas faire face. Donc ils utilisent l'argument du tribalisme pour dérouter les vrais sujets. Soit ils ne viennent pas au débat, on l'a vu ces derniers mois, soit justement voilà, on fait des bifurcations comme ça par intimidation pour vous empêcher de réfléchir sur les véritables sujets. Merci à tous les membres de la plateforme le quatrième pouvoir, merci à Monsieur Yapolin au Burkina Faso, à Ulrich Armel, à Eric Veremi, à Serge Ngomsi, à Nefertiti et à tous ceux qui font vivre cette plateforme. Voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. En tout cas, j'ai essayé de le rendre le moins ennuyeux possible. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne fête de la jeunesse à tout le monde dans la logique citoyenne et loin, très loin de l'idéologie prônée par le RDPC.